Rejetés par leurs parents, nos invités ont grandi sans amour. Une enfance vide de tout sentiment qui les a profondément marqués. J'ai souvent entendu, comme ça, quelqu'un venait à la maison. Ah, c'est votre petite dernière? Oui, c'est notre accident. Monique est la deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Dès sa naissance, sa mère ne pense qu'à une chose, faire d'elle le petit garçon qu'elle désirait tant. Ma mère m'appelait la vilaine. Bon, j'avais pas rempli mon contrat, j'étais pas un garçon. Et je suis restée pendant 10 ans avec les cheveux courts, raides, noirs. Placée en pensionnat, Monique excelle à l'école. Pourtant, quand elle revient chez elle le week-end, la jeune fille a la triste sensation d'être une étrangère. Les dimanches, quand je m'assoyais à la table familiale, ils parlaient patois entre eux, je ne comprenais pas le patois. C'était un mélange de honte et de solitude. Suzy, elle, a compris très tôt qu'elle n'était pas la bienvenue au sein de sa famille. La jeune femme quittera le nid dès qu'elle le pourra. Quand je me suis installée comme infirmière libérale, la plus belle preuve d'amour que j'ai eue de ma mère, c'est que c'est pas possible qu'avec ton père, on ait pu faire ça. Une fois devenue mère, Suzy va reproduire le schéma en donnant peu d'affection à ses enfants. Un manque qu'elle vivra comme une malédiction. J'ai l'impression de pas bien les comprendre, de pas savoir faire. C'est difficile pour moi d'être mère. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Alors comme dit la formule consacrée, on ne choisit pas ses parents, mais le pire c'est peut-être quand les parents ne choisissent pas leurs enfants. Cet après-midi, nous partons à la rencontre de 2 femmes courageuses qui se sont construites avec un manque affectif. Et pour cause, elles n'ont pas été désirées à la naissance et ont surtout été rejetées pendant l'enfance. Alors comment se construit-on quand on ne se sent pas à sa place dans sa propre famille? Comment devient-on adulte quand on a l'impression d'être un poids pour ses parents? C'est ce qu'elles vont nous raconter tout de suite. Merci à toutes les deux d'être là. Monique, au fond, vous avez quelle place dans la famille et de quelle manière vous sentez que vous ne faites pas forcément partie de cette famille? Alors, ma place, c'est la numéro 2, et avant le numéro 3, et le numéro 4. Le premier, c'est une fille. C'est une fille. Et quand vous naissez, ils attendent un garçon? Oui, c'est une déception forcément, parce qu'il y a le drame de Radour qui est passé par là, donc qui a anéanti la famille. Le nom patronymique est en train de disparaître, donc il faut un garçon quand même. Voilà. Et est-ce qu'on a des images qui montrent cette enfance si singulière? Alors, la première, c'est précisément quelque chose que je ne peux pas montrer. Ce sont des photos que je n'ai pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mes frères et sœurs ont des photos d'école, tous en rang, sur plusieurs niveaux. Et moi, j'en ai pas. Mes parents n'achetaient pas ces photos-là. On va voir effectivement quels sont vos points communs avec Suzy. On va essayer de comprendre à quel moment l'enfant que vous êtes se rend compte de ce qui n'est pas, on va dire, classique. Quelles conséquences ça a dans l'adolescence? Quel genre de parents vous êtes devenus à votre tour? C'est ce qu'on va voir ensemble. Vous, Suzy, vous êtes la dernière d'une fratrie de 3 enfants. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Tout simplement, quand je suis née, ma sœur aînée avait bientôt 17 ans et l'autre en avait 14, 15. Et moi, j'ai été parachutée là, avec cet écart d'âge. Un accident, comme on disait à l'époque? Un accident. On verra comment. Il y a une Voilà. psychologue à côté de vous, on verra quel genre de conséquences peut y avoir pour un enfant quand il entend ça. Donc il y a une angoisse. Ouais, vous avez focalisé sur le mot accident. Voilà, tout à fait. Et précisément, qui vous a élevé? Alors, chez nous, il y avait beaucoup d'employés de maison, dont une dame qui s'occupait de moi. Bon, on verra qui vous êtes devenu, ce que vous avez fait de tout ça. À côté de vous, Florence, qui est psychologue. Bonjour. Donc, effectivement, on verra ensemble un peu le contexte, les explications, peut-être qu'il y en a, de ces parents qui ont eu ce type de comportement, mais surtout, comment on grandit quand on est enfant avec ce genre de signaux qui sont envoyés, et puis ces manques. Donc, vous intervenez quand vous le sentez. Alors, pour qu'on comprenne bien, on va faire un petit flashback. Monique, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu dans quel contexte, quel genre de milieu social vous grandissez? Alors, mon père est un des rescapés de Radour-sur-Glane, du massacre. Donc, comme tous les enfants de rescapés, on a grandi avec ce silence. Ma sœur était la première née, donc elle est arrivée dans la famille comme une fleur qui sort de la terre brûlée. C'était la vie, qu'importe le sexe, c'était la vie qui repartait, quoi. Donc je suis arrivée la deuxième, j'étais encore une fille. J'étais encore une fille. Donc un problème. C'est décevant. C'est pas un problème, mais c'est décevant, quoi. C'est décevant, bon, c'est comme ça, c'est comme ça.
Et est-ce que vous avez la sensation qu'on va vous traiter comme une fille? Ah non, non, ça malheureusement. Alors non, j'ai une sœur qui est très jolie. Elle a les cheveux longs, blondes, frisés, les petits nœuds dans les cheveux. C'est voilà, la vraie petite fille du calendrier des PTT. Et bien moi à côté, je suis le faux garçon, le garçon raté, le garçon manqué. Enfin, je suis. Et donc j'ai les cheveux courts. Ça, c'est pas vous qui le décidez. D'avoir les cheveux courts? Ah non, non. Malheureusement, j'ai souvent entendu ma mère qui disait si mes cheveux étaient à moi aussi blonds et frisés, on les laisserait pousser. Donc vous n'avez pas les bons cheveux en plus. J'avais pas les bons cheveux, donc à croire que vexés, ils ont décidé de ne plus jamais pousser. Et je suis restée pendant 10 ans avec les cheveux courts, raides, noirs. Comme on disait à la campagne avant, c'était des baguettes de tambour. Voilà. Et puis des taches de rousseur en désordre sur le nez. Et puis Comment vous voilà, habillez, j'étais d'ailleurs complètement. Alors, plutôt en garçon quand même. Les jeux d'enfants? Alors, les jeux d'enfants, alors moi, c'était la trottinette, c'était le tas de bois, c'était. Ouais, c'était quand même assez mec, hein. Bah, on m'avait dit qu'il fallait que je sois un garçon, j'essayais d'obéir, hein. Et dans la relation finalement avec vos parents, par rapport à votre sœur qui est plus grande que vous, comment ça se passe? Est-ce qu'on attend les mêmes choses de l'une et de l'autre? Je crois qu'on n'attend rien de moi. Il faut gérer, comme on dirait aujourd'hui, il faut gérer cette présence, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Ça, c'est une phrase que vous entendez ou que vous supposez? Ah non, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Je l'ai entendu. Dans quelles circonstances? Je bouge vite, je bouge beaucoup. Je suis vivante, je suis pétillante. Et puis, il faut vous dire que ma mère faisait partie de ces femmes qui devaient tout faire quand même. Elle devait être présente sur tous les fronts, avec 4 enfants. Elle avait un magasin de chaussures à la campagne. Et entre les clients, le jardin, les poules, etc., elle s'occupait quand même d'un homme qui est sorti tout seul de son drame, hein. Donc c'était pas facile pour eux. Donc je me suis dit, moi, que en fait ma mère, elle avait peut-être pas un cœur assez grand pour soigner tout le monde. Il y avait quand même une urgence, il y avait un grand malade. Ça, c'est le regard d'adulte. Quand vous Ah, êtes... toute petite, non. J'ai déjà la sensation que je ne peux pas avoir une part entière. Ça, c'est clair. Parce que d'abord, je n'avais pas rempli mon contrat, je n'étais pas un garçon. Donc je n'avais pas la part entière. Et je trouvais ça, à la limite, je trouvais ça normal. Et dans les tout petits détails de la vie quotidienne qui illustrent la relation avec les parents, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a un bisou le soir pour l'un et pas forcément pour l'autre? Alors, si. Quand je suis partie en pension, À l'âge de je 6 crois ans. que j'ai 6 ans et demi, parce que c'était en... Déjà, comment on vous annonce que vous partez en pension? Alors, on ne me l'annonce pas. J'entends quelquefois ma mère qui me dit on va te mettre en pension, parce que le soir, à 6h30, je ne faisais pas mes devoirs toute seule. Donc c'était une menace qui ne me disait rien, jusqu'au jour où ma mère m'a amenée chez la couturière et qu'on a sorti les boutons dorés de l'école Sainte-Marguerite. C'est comme ça que vous l'apprenez? Eh ben un peu, parce que, enfin, c'est là que j'ai compris. J'avais compris que je comprenais que je partais en pension, mais comme j'allais en colonie de vacances l'été, la pension, la colo, bon, je savais que je ne dormais pas chez moi, qu'il y avait un menu au réfectoire, et puis il fallait apprendre à manger son pain, à finir son pain. Pour le moment, il n'y a pas de différence. Je vois pas. Alors je me dis oui, pourquoi moi? Mais bon, ça ne m'inquiète pas. Et du coup, vous êtes quel genre d'enfant? Vous disiez pétillante. Est-ce que vous êtes un peu isolée, un peu solitaire, un peu rêveuse? Comment ça se passe? Ça, je suis devenue. Quand je suis arrivée en pension, mon père m'a amenée en pension, on a chargé tout dans la 404. Là, vous ne demandez pas pourquoi, hein, encore une fois? Non. Mais parce que je pense que très sincèrement, j'avais peur de la réponse. Je crois que très vite, j'ai été dans l'autocensure. Je me suis dit, t'es pas un garçon. Donc, c'est normal que je ne sois pas... Enfin, moi, j'ai excusé très vite mes parents, quoi. J'ai trouvé normal. J'ai trouvé normal. Florence, donc, quand on est enfant et qu'on ne nous explique rien, on se fait nos propres explications? Voilà, et puis vous dites très bien, j'avais peur de la réponse. Donc comme Oui. j'ai pas de réponse, je vais me la faire moi-même. Oui. Mais parfois, il peut y avoir tellement de colère contre l'autre et on ne peut pas la sortir quand on est enfant, il n'y a pas les moyens. C'est-à-dire qu'il y a bien des choses que vous ne comprenez pas, mais finalement, de fil en aiguille, la colère, elle se retourne un peu contre vous. C'est-à-dire, soit ça passe par l'autocensure, je dis plus rien, C'est ça. soit je me rabaisse moi-même, soit C'est vous ça. dites carrément, c'est moi qui suis pas normale. C'est ça. Comme ça, mes parents, ça reste des dieux, entre guillemets. Je les touche pas. La normalité, le problème, il vient de moi. C'est ça. Donc s'il vient de moi, le cerveau de l'enfant sait que je vais pouvoir faire des efforts. Alors je vais essayer d'être bon, je vais essayer d'être souriante, je vais essayer d'être douée en classe, je vais faire tellement d'efforts parce que si ça vient de moi, il y a peut-être un petit espoir en gros qu'on m'aime. Et un enfant peut ne pas poser une question parce qu'il a peur de la réponse. Ah bah Une sorte oui. d'instinct de survie. Ah oui. On sent déjà, pour ce qui me concerne, ma mère m'appelait la vilaine. Vous avez quel âge quand vous entendez la vilaine? Ah, je crois que j'ai toujours entendu. Ça ne ressemblait pas à un compliment. Le compliment, le mot de tendresse dont je me souviens, c'est quand mon père disait, il nous appelait alors mon poulet. Alors mon poulet, quand il disait ça à ma sœur, ça
C'était déjà un mot de tendresse, ça c'était gentil. Suzy, il y a des choses qui vous parlent dans ce que vous entendez? Pas dans, non. Mes parents étaient des cultivateurs aisés de Beauce. Maman était du genre silencieux. Mon père était un... Bon, il faisait rien. Il y avait tellement d'ouvriers, de personnel et tout, que les patrons souvent ne faisaient rien, ou pas grand-chose. Hein. Ce que je sais de la petite enfance, jusqu'à 4 ans que j'aille en pension, c'est j'étais pas tout à fait comme les autres, je ne jouais pas. Je n'avais pas d'amis parce que maman était paniquée à l'idée qu'on puisse faire une bêtise, par exemple. Donc, on m'a, si je puis dire, calfeutrée entre les livres et la pensée. Mon grand-père, parce que nous vivions tous ensemble, hein, les grands-parents, c'était... Voilà. Et le grand-père, c'était le maître. Ah oui. Ah oui. Il fallait l'appeler comme ça. Maître. On disait maître. Mon grand-père n'a jamais rien fait de sa vie. Hein. Il a commandé. Donc il était... Mais est-ce que vous étiez un accident pour lui aussi? Sans doute, mais il ne le disait pas, ou s'il le disait, c'était par rapport à mon père. Ou à... Voilà. Donc quel était le contact avec vos parents? Maman travaillait énormément dans ces grandes fermes. C'était un travail permanent. Donc, le matin, quand je suis allée à l'école, j'avais 6 ans, je crois, autant que je me souvienne. Je me souviens d'une dame qui est décédée depuis peu, qui me faisait mes nattes. Pas maman, elle était dehors. On disait, elle est aux vaches. Hein, ou alors, elle servait le lait pour les gens du village. Voilà. Donc, elle ne s'occupait pas de moi. Hein. Elle savait que j'étais là. J'aime pas trop de souvenirs du baiser du matin. Et j'ai le souvenir de Marie-Louise qui m'embrassait le matin, en disant « T'as bien dormi, ma petite ?» Voilà, la différence. Donc vous avez la sensation que c'était les employés, finalement, qui vous élevaient? Et qui m'aimaient, en tout cas. À quoi vous le voyez quand vous êtes enfant, que vous êtes aimé par les employés? Quand on vous embrasse le matin, par rapport aux petites amies de l'époque, hein, qui disaient maman, elle m'a flanqué une fessée parce que j'ai fait une bêtise. Moi, je n'ai jamais eu ça, de fessée. Je ne faisais pas de bêtises. J'ai su très tôt qu'il ne fallait pas en faire. Pour ne pas déranger? Pour ne pas déranger. Et à l'âge de 10 ans, vous partez en pension? Oui. Là, on vous l'explique? Oui, voilà, parce que c'était la règle, parce que ma grande sœur y était allée et qu'il n'y avait pas de raison. Donc vous y allez avec quel état d'esprit à 10 ans? À 10 ans, c'est difficile quand même. Mais c'était la règle. Et vous avez une image des autres enfants de la pension, de leur relation avec les parents? C'est-à-dire là, vous avez la possibilité de comparer. Oui. Je trouvais qu'elles avaient juste un peu de chance parce que maman était toujours habillée en noir ou parfois avec un petit corsage blanc et noir. Et je voyais des jeunes femmes qui étaient coquettes, avaient des talons. Et ça doit être bien, ça. Ça, c'était les autres mamans? Oui. Et donc, du coup, dans ces années de pension, vous allez avoir quel genre de relation avec vos parents? Ils s'intéressent à votre scolarité? Papa, surtout. Maman, ce n'est pas qu'elle s'y intéressait pas, mais elle disait de temps en temps c'est pas bien grave si tu fais pas trop d'études. On te trouvera bien un travail dans la ville d'à côté. Et ceci dit, nous avions dans notre famille le médecin du village qui était presque un ami chez qui j'allais et que je voyais travailler. Donc, il disait toujours, d'ailleurs, tu vois mon petit, toi tu ne seras pas médecin parce que les filles c'est pas médecin. À l'époque on disait les filles c'est pas médecin. Bon, mais tu sais tu peux être infirmière. C'est bien d'être infirmière. Et j'ai eu là un autre univers qui s'est bâti. C'est-à-dire? L'envie d'aider. Parce né à ce moment-là. Je le sentais bien que on l'aimait beaucoup, ce médecin. Voilà. Il y avait comme une affection. Il y avait quelque chose que je n'avais pas vraiment, moi. Quand il me posait sa main sur les cheveux, je la sens encore. J'ai des frissons, rien que d'y penser. Surtout, ce que j'entends, c'est qu'il vous dit, si tu es infirmière, ça c'est bien. Donc il vous donne une direction de vie. Il dit, tu vois, moi je suis aimée. Alors évidemment, c'est pas avec ces mots-là, mais si tu fais pareil que moi, c'est bien et ce sera bien pour toi. Sous-entendu, tu vas avoir autant d'amour que moi. Voilà.
Et vous ressentiez quoi quand vous entendiez ça? Quelqu'un qui se projetait, Alors- qui s'intéressait à votre avenir? Je devenais, comment dire, quelqu'un. J'étais quelque chose et quelqu'un. Et qu'est-ce qui fait que vous n'aviez pas l'impression, à ce stade, hein, d'être quelque chose et quelqu'un chez vous? Tout le monde était trop occupé, finalement. Tout le monde était trop occupé. Personne, bon, mis à part mes sœurs, ma deuxième sœur est restée à la ferme. Elle a repris la ferme, voilà, après mes parents. Mais ma sœur aînée, qui allait devenir inspecteur de l'enregistrement à Châteaudun, elle vivait dans la ville d'à côté, quoi. Donc elle ne venait que le dimanche. Et le dimanche, j'étais tenue de montrer mes notes à ma sœur, à la maison. Mais maman ne les regardait pas, ces notes. Hein, bon. Elle pensait bien, l'institutrice lui disait, vous savez, elle travaille bien et tout. C'était bien. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'était quelque chose de finalement douloureux, le fait que votre mère ne regarde même pas les notes. Oui, je ne comprenais pas pourquoi. Je me posais Dans la votre tête question. d'enfant, vous disiez quoi? D'abord, on voit que vous ne lui posez pas la question, de peur de la Oui, réponse. oui. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, l'enfant a peur de poser la question parce qu'il a peur de la réponse. Mais quand il arrive à la poser, ce qui est rare, mais ce qui est possible, le parent va encore dire que c'est faux. Soit c'est la maman qui va dire « mais non, tu te fais des films », soit c'est le père qui peut dire « mais comment tu oses parler à ta mère ?» Et du coup, l'enfant a aucun moyen de pouvoir le dire. Donc quoi qu'il arrive, c'est important pour lui-même finalement qu'il ne s'exprime pas à ce moment donné parce que personne n'est capable de l'entendre dans la famille. Donc vous ressentez les choses, mais quand bien même vous l'auriez dit, ça n'aurait pas changé grand-chose en fait. Et on verra effectivement à quel moment vous avez formulé l'une et l'autre ce genre de choses. Monique, donc la pension, vous y allez à partir de l'âge de 6 ans. Et demi. 6 ans et C'est demi. en septembre 1962, Mhm. avec ma petite valise. Et à l'époque, un détail qui n'était pas anodin, les valises n'avaient pas de roulette. Donc vous vous rappelez de Aujourd'hui, cette c'est normal, petite fille de la 6 ans et valise demi qui était- porte oui, sa oui. valise. Ouais. J'avais même ma valise, j'avais ma boîte à goûter. Alors, c'était une vieille boîte à gâteaux. Et là-dedans, on avait le beurre pour la quinzaine ou pour le mois. Fallait emmener son propre beurre. Ah oui. Alors moi, je pensais qu'il n'y avait pas de boulangerie à Cieux, parce que c'était ma pension. Qu'il n'y avait pas de marchand de beurre. Il y avait une boulangerie, forcément, on avait le pain, mais on n'avait pas le beurre. Donc c'était, disons voilà, je m'expliquais toute seule ce que je ne comprenais pas. C'est très pratique, hein. C'est très pratique d'avoir ses propres réponses. Et donc, j'avais ma boîte à goûter, et puis j'avais mon sac de sport. C'était un sac comme les ouvriers avaient pour aller à l'usine, un sac en poire, écossais, avec des petits filets très fins. Vous savez ce que je veux dire? Vous n'avez pas connu ça? Non. Mais enfin, ils étaient très efficaces et surtout très solides. Alors, je suis arrivée en pension. Mon père m'a déposée avec la 404 dans la cour. Il y avait déjà plein d'enfants. Vous vous rappelez ce que vous En dites bleu à ce moment-là? marine. Déjà, si vous voulez, mon père est avec moi. Il était à côté, appuyé à la 404. Je découvrais, il a une très jolie maison. J'ai entendu quelqu'un qui disait « Oh là là, t'as de la chance, tu vas vivre dans ce château. » C'était pas moi qu'on le disait, hein, mais je l'ai entendu. Puis je me dis quand même un château, je découvrais. Alors où ça, j'ai commencé à voir que c'était plus pour rigoler du tout. C'est quand j'ai vu arriver effectivement les religieuses, 2 religieuses en haut des escaliers, et qui a commencé à nous dire voilà, on va faire l'appel, et quand on vous appellera, vous rentrerez, déposer vos affaires et vous reviendrez vous mettre en rang devant nous. Et mon bûcheron de père, il a enlevé son béret, et puis il a pris mes baluchons, ma valise, et puis il a monté les escaliers, il a déposé mes affaires à l'intérieur de la pension, et il est ressorti. Et là, j'ai compris que c'était sérieux. Parce qu'en un quart de seconde, il m'a dit « Allez, Adi mon poulet », donc c'était des mots en patois, « Adi mon poulet ». Il a passé sa main dans mes cheveux, il est parti dans la 404, et la 404 a disparu. Je peux vous dire que ce jour-là, il faisait très beau, certes, mais il faisait très chaud. Parce que j'avais vraiment, là, j'ai la gorge qui est sèche, mais spontanément. Et je me rappelle très bien ce sentiment de panique. De vide. Et il m'abandonne. Et là, j'ai pris conscience à ce moment-là que je ne rentrerais pas chez moi et que c'était pas pour rigoler. Là, je l'ai compris. Là, Donc, sentiment d'abandon. Oui. À ce moment-là, est-ce que vous le vivez comme une punition, par exemple? Alors, comme une punition. Parce que j'ai pas fait mes devoirs, c'est une punition. C'est ça, on vous met en pension parce que vous ne faites pas vos devoirs toute seule à 6 ans et demi. Voilà. Alors, le deal, c'est écoute, on va te mettre en pension, tu vas travailler. Et quand tu travailleras bien, tu en sortiras. Ah, donc Parce il y que a le une problème, sorte c'est de que c'est une condition. promesse qui n'est pas tenue. Ah oui, c'est une condition. Donc là, il y a un challenge. Ben oui. Et donc, vous allez vous mettre à bien travailler, Ben oui. mais vous ne sortez pas. Alors d'abord, on a un matricule, donc moi je suis le numéro 48. Donc, on a un numéro déjà. On a un numéro. Et puis, il y a le dortoir des petites, le dortoir des grandes. Et très vite, je me cache, je joue le clown, je m'attribue le rôle de clown. Parce que je prends conscience de quelque chose qui est particulier, c'est-à-dire que je suis la seule à être de la région.
Et cette espèce de particularité géographique me rendait particulière. Et vous dites de la région, c'est un euphémisme, puisque vous habitez à 8 km. Ah ben, je suis de la terre, de la même terre de la pension, oui. On m'a dit, mais pourquoi tu dors là, toi? Et quand on m'a posé la première question, eh ben, j'y avais pas ma réponse. Et c'est là- J'aime bien parce que vous regardez Florence la psy. voilà. Parce que là, c'est intéressant parce que tout ce qu'on se raconte, il y a encore une fois le regard d'adulte, mais c'est comment l'enfant se fabrique petit Ouais. à petit une histoire. Et d'un Là, coup, j'avais là, une vraie il y a question. une question que vous recevez. Pourquoi tu es là? Mais en fait, pourquoi? Ouais. Vous n'avez pas la Là, réponse. j'ai compris. Et du coup, ça fait quoi? Vous... Alors, j'ai décidé de ne pas dire que j'étais de la région. D'abord, pour plusieurs raisons. Effectivement, parce que quand je disais Oradour partout, oh là là, pauvre, c'est mon Dieu, quelle horreur. Moi, je n'avais pas compris de quoi il parlait. Hein. Et on peut rappeler d'ailleurs pour les téléspectateurs ce qui s'est passé. Bon, mais malheureusement, Oradour-sur-Glane est célèbre pour le drame qui s'est déroulé le 10 juin 1944. 642 personnes ont été brûlées, massacrées, etc. Et bon, il y a une vingtaine de personnes qui en sont sorties. C'est un symbole fort en France. Les rescapés voulaient que ce soit rasé. Ils ne voulaient pas vivre avec cette douleur des ruines. Et puis bon, le général de Gaulle, en 1945, a choisi de le préserver, de le classer au monument historique. À mon avis, avec du recul, on se dit qu'il a bien fait, parce que les hommes ont tendance à perdre la mémoire, donc c'est plutôt bien. Donc mon père était un des rescapés. Bon, voilà, c'était... Ça marque la région. Ça marque la une région. Et famille. chaque fois que je parlais d'Oradour, je ne comprenais pas. C'est vrai que c'était toujours... On me regardait bizarrement, quoi. Je me souviens notamment, à un moment, une des surveillantes a décidé de faire une exposition sur Oradour, sur la dernière guerre. C'était sur la dernière guerre. Et alors moi, toute contente, j'ai dit, attends, je dois avoir du bois à envoyer quand même. Parce que si j'arrive à être Oradour, je vais peut-être avoir quelque chose. Parce que déjà, on entend parler de la guerre. Je sais que la guerre est passée par chez moi. Pas forcément pourquoi, mais je sais qu'elle est passée dans la région. Et je me suis dit, je vais chercher. Et en fait, je me suis rendu compte aussi, par cette exposition qu'on devait faire à l'école, que, j'étais incapable de poser une question à mon père, parce qu'il n'aurait pas été capable de me répondre. C'est-à-dire, vous n'osez pas lui poser Ah oui. parce que vous supposez qu'il ne pourra pas répondre. Vous Mais posez la question, il ne répond pas. Là, on comprend, on sait qu'on va faire mal. Enfin, il ne faut pas toucher, quoi. Et ça, je le savais. Donc, Oradour faisait partie de notre histoire. Moi, j'ai eu cette chance aussi. C'est une chance de ne pas être élevée dans Oradour, parce qu'être élevée à Oradour, c'était peut-être pas forcément facile. Donc, j'avais cette particularité. Et la deuxième particularité, c'est que j'étais d'Oradour, d'à côté, à 8 kilomètres. Donc, c'est pour ça que j'ai très vite décidé de ne pas en parler, parce que pour éviter les questions. Donc, le principe que je m'étais donné, c'était pour éviter de donner les réponses, il fallait éviter de suggérer les questions. Très vite, on comprend. Hein. Pour la bavarde que je suis, je peux vous dire que. C'est l'instinct de survie. Ah oui, ça c'est certain. Oui, parce que moi je ris aujourd'hui parce que tout va bien, mais à l'époque, un mot de travers ou un péché qu'on n'a pas vu faire, on ne s'est pas vu faire un péché, c'était privé de sortie. C'est-à-dire que c'était 1 mois à la pension. Et puis à 7 ans ou 6 ans et demi, quand vous reprenez votre plaquette de beurre et que vous refaites vos rayures en disant ben voilà, il faut que je tienne 15 jours de plus avec ce beurre-là, le linge à économiser, enfin, etc. C'était quand même, et puis pas rentrer chez soi. Donc effectivement, on apprend à gérer ses questions, ses émotions, parce que la priorité, c'était d'en sortir, de sauvegarder ces petites bulles de sortie tous les 15 jours, le dimanche. Et je savais qu'au moins de dérapage, on était privé de sortie. Puis il n'y avait pas de sentiment. Donc ça, par contre, je gérais bien. Là, je me gérais. Hein. Et alors, quand vous rentrez dans la famille, vous vous sentez comment? Parce que c'est dur de trouver sa place dans une famille. Où déjà, on n'a pas sa place avant de partir. Alors, très vite, je me souviens que les religieuses ont sauté sur nos âmes vierges en disant tiens, celle-ci, je vais me l'approprier, puis on va la faire à notre sauce. Donc, on était obligés de croire ce qu'elle nous disait. Donc, on était d'abord plein de péchés, on était très sales, il fallait demander pardon tous les jours. Je me demandais encore pourquoi, mais je demandais pardon, parce que sûrement qu'elle savait, elle, pourquoi. Moi, je ne savais pas. Et puis, donc, on avait une éducation très stricte. C'est-à-dire, c'était très caricatural. On était une petite fille. Il fallait vraiment mettre sa serviette sur les genoux au réfectoire, les doigts, les mains comme ça. Et puis, c'était la cuillère et la fourchette qui montaient au menton, et surtout pas l'inverse. On fermait la bouche. Enfin, c'était... oui, le code de la bonne conduite, mais... Donc, vous apprenez plutôt, on va dire, vous apprenez les bonnes manières. J'apprends les très bonnes manières. Et quand vous rentrez avec les bonnes manières dans votre famille, il se passe quoi? Alors, quand il se passe chez moi, très vite, je comprends le décalage. Ils parlaient patois entre eux, je ne comprenais pas le patois. Ça, c'est quelque chose qui m'a gênée très vite. Et très vite, le dimanche... Vous êtes gêné, c'est-à-dire que vous ressentez quoi? Je ne comprends plus la langue. Je ne comprends pas. Mon père parle patois, naturellement, les enfants le comprennent, c'est inné. Ouais. Moi, je le comprends plus. Je suis plus près du latin que du patois, quand même. D'accord? Ça, et quand je m'assoyais à la table familiale,
Ben, mon père, il était bûcheron, sabotier, il travaillait dur, il y avait le commis qui était là, et puis ma mère à côté qui faisait ce qu'elle pouvait, les gamins. Et puis ça parlait, comme disait Brel, ça fait des grands films, c'était ça. Et moi, je me suis mise là, et je sais, à un moment donné, j'ai pris conscience de ma tenue. Je me tenais comme ça. Et là, c'était un mélange de honte et de complexe. Je me souviens m'être étalée les coudes, d'avoir arrondi mon dos. Et je me souviens de ce moment-là, quand j'ai dit, mais regardez, je suis capable de faire comme vous. Donc en fait, c'était un petit peu l'histoire de Pénélope, c'est-à-dire que je m'amusais à détricoter à mes sorties tout ce que les religieuses m'apprenaient. Et donc, pour avoir le sentiment d'appartenance, vous avez cet instinct là aussi. Ça, c'est quelque chose, je me pose encore la question, c'est vraiment le détail pour lequel je me dis quand même, une petite fille, ça peut venir de loin. Hein. Donc l'idée que l'enfant se conforme à ce qu'on peut attendre de lui, c'est toujours pareil, c'est cette idée que finalement, même quand il n'y a pas les mots, il y a du ressenti et un phénomène d'adaptation en permanence. Chaque enfant à son niveau va s'adapter à sa famille pour y appartenir. Donc si c'est de manière négative, entre guillemets, avec des mots forts comme la vilaine, vous n'avez pas d'autre choix pour appartenir à cette famille. Parce que de toute façon, vous sentez quelque part, vous êtes un peu sur le fil, quand vous êtes en pension, vous sentez que déjà vous êtes éloigné d'un cran. Donc si en plus vous cherchez à vous rebeller, le risque, entre guillemets, c'est l'abandon réel, en tout cas dans la tête. Absolument. Donc, il vaut mieux s'adapter, essayer d'observer. Mais même un enfant, j'ai envie de vous dire, de 1 an est capable de faire ça. Il ressent. Il dit, tiens, maman va pas très bien. Ah, je vais tout le temps sourire, dis donc. Comme ça, au moins, ça va tempérer. Donc, encore plus à 6 ans, vous sentez, vous dites, j'ai presque une double personnalité. À la pension, il faut faire comme ça pour être accepté. Mon corps s'adapte. À la maison aussi. Mais parce que vous avez fait cette croyance, et vos parents aussi, qu'il faut faire ça. Et quand les enfants viennent vous poser la question, là vous dites, ah oui, j'avais pas trop réfléchi. Bon, je vais retrouver une autre stratégie encore, c'est pas grave. On va se réadapter. Et quand vous êtes en pension, vous avez ces prix d'excellence. Donc il y a des remises de prix un peu officielles ? Alors tous les ans, on a d'abord il y a les bons points, la course aux bons points. 10 bons points donnent une grosse image, une grande image donne je ne sais quoi. Mais effectivement, j'avais tous les premiers prix. Et la remise des prix, c'était le prix d'excellence, premier prix d'histoire, premier prix de français, premier prix de géographie, premier prix. J'avais tout. Donc j'avais rempli mon contrat, je pensais en sortir. C'est-à-dire qu'on vous avait dit, tu sortiras de pension quand tu travailleras bien. Oui. Et là, vous voyez que vous travaillez bien. Seule. Oui. Alors déjà, ils n'assistent pas à la remise des prix ? Non. Et les autres parents assistent ? Il y en a forcément qui viennent. Il y en a, mais je sais que les miens ne sont pas là. Comment vous réagissez quand vous voyez que vous remplissez la condition, c'est-à-dire je dois bien travailler, et on ne vous sort pas de la pension tout de suite, vous le vivez comment ? Vous le comprenez comment ? Alors, là, les adultes ne tiennent pas leurs promesses. Alors, je trouve toujours des bonnes excuses. Et je trouve de bonnes excuses, mais on se résigne. Et je me dis peut-être que tu es encore un peu vilaine, et peut-être que tu es encore plus vilaine que tu ne le croyais, quoi. Parce que quand mon père vient me chercher en pension, au lieu de faire valoir mes prix, ma liste des prix qui est actée, qui est écrite, il y a toujours une religieuse qui dit « Oh là là, on a encore parlé, Monique a encore parlé, on a entendu qu'elle, c'est elle qui a sauté le plus haut, enfin voilà. » Ben oui, voilà, on fait pas... Voilà. Donc ça, mon père, c'est uniquement ce qu'il retenait, les parents, à l'époque. C'était l'éducation. J'ai envie de dire que les prix, ça n'avait plus d'importance. C'était la tenue qui commençait à avoir de l'importance. Oui, changer de braquet pour trouver des prétextes pour me laisser, je sais pas. Je sais pas. Et quand ils vous retirent de la pension à 13 ans, vous retirent pourquoi ? Mais parce que c'était à la fin du cycle. Si la pension était jusqu'au bac, je serais restée jusqu'au bac. J'ai usé jusqu'à la dernière religieuse, j'étais à la fin du cycle. Et je suis repartie avec la grande marée, mais j'étais bien accrochée comme un bulot sur son rocher. Hein. Mais plus rien derrière. Donc, Et vous êtes rentré garçon manqué, vous ressortez comment ? je dirais pas fille réussie encore. Je suis ressortie fille. Seule. C'est vraiment le mot qui revient. Pas malheureuse du tout. C'est pas du tout. Je suis pas quelqu'un de triste, mais seule quand même. Pourquoi ? Parce que pas de lien entre ces deux mondes ? Mais pas de lien et surtout j'ai pas d'amis moi le dimanche. J'ai pas d'amis moi. J'ai pas. Ma sœur me prête ses amis. Je vais avec elle. On a une ferme à côté où les fermiers sont adorables. La fille Colette, c'est une copine de Nicole. Moi je me cramponne à ma sœur. Donc je suis. Les souvenirs d'enfance que j'ai à l'extérieur de la pension et de la colonie. C'est quand je sortais de l'un, c'était pour aller dans l'autre. Ce sont les souvenirs de ma sœur que je partage avec ma sœur. Donc, je me souviens d'être restée vraiment toute seule, quoi. C'était cette solitude. Que vous partagez avec personne ? Ben non. Parce que d'abord, on se plaint pas. Pourquoi ? C'est une règle de la famille ? Ah ben non, mais moi, c'était ma règle. Si je me plaignais, j'allais dire, c'était... si j'étais là-bas, c'est que je le méritais.
D'accord? Et ensuite, ça leur a coûté très cher, la pension. Ça coûtait très cher. Mes parents n'étaient pas des pauvres, on manquait de rien, mais les sous étaient comptés. Donc, ça coûtait cher. J'allais pas, en plus, pleurer la bouche pleine, quand même. Parce que si vous voulez, pour eux, à l'époque, on était au chaud, on avait à manger, on était propre et on nous éduquait bien. L'essentiel était là. Pour ma mère, l'essentiel, c'était ma boîte à goûter et le dortoir. Le reste, c'était accessoire. Hein. Mais et du coup, vous... Parce que là, vous dites finalement, de son point de vue, on pourrait penser qu'elle fait son rôle de mère parfaitement, puisqu'elle vous met à un endroit où vous allez être éduqué, etc. Mais le fait que les autres enfants de la famille n'aient pas été en pension, vous le vivez toujours comme un traitement particulier? Alors, je ne le vis pas par... comment dire? J'ai envie de dire que je ne le vis pas par comparaison du tout. Les choses sont bien dans l'ordre, tout est bien calé, chaque personnage est dans sa caisse et dans son rôle. Je me trouve différente des autres. À la limite, ce sort-là, je pense que c'est parce que je suis différente. Donc ça ne pouvait pas être autrement. Mais différent, ça veut dire c'est positif ou négatif à ce moment-là? Ni l'un ni l'autre. Je suis différente. Je suis différente. Le négatif commence à l'emporter quand même. Le négatif commence à l'emporter. Parce que les sœurs nous l'ont rappelé qu'on était différents, hein, qu'on était quand même très sales. Ça, c'était les bonnes sœurs. Ah oui, on était très sales, très sales. Parce que vous dites ça avec ironie aujourd'hui, mais quand Oui, vous êtes enfant, vous le avec croyez. ironie, parce Et que vous, quand longtemps, vous j'ai êtes cru enfant, qu'on vous le était croyez. sales. C'est ça que je veux savoir, c'est qu'on y croit quand on est enfant. Ah, mais on y croit. Mais attendez, toute la journée, on se levait le matin, une petite prière au dortoir, la lumière dans les yeux. On avait une prière, c'était l'horloge, c'était la prière, c'était le chapelet. Ça rythmait notre vie. Il fallait demander pardon tout le temps, on passait au confessionnal tout le temps, on était... Par contre, je me disais, mais pourquoi je suis gentille, quoi. Mais j'avais quand même conscience d'être une gentille fille. Donc vous avez de l'estime de vous? Non, pas encore de l'estime. Pas de l'estime. L'estime, elle est venue quelques décennies plus tard. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que Mais quand, je n'avais pas- les bonnes sœurs vous disent pour que vous moi- êtes sale et comme en famille, finalement, on ne s'intéresse pas trop à vous, donc du coup, c'est dur d'avoir des Non, mais je n'avais pas fait de péché. Donc, Vous le saviez. Voilà. Ou je ne comprenais pas les péchés pour lesquels on me condamnait. Pour moi, j'étais pas... Alors, les principaux, j'étais turbulente, je bougeais beaucoup et je faisais le clown. Mhm. Bon, le clown, c'était ma manière d'exister vis-à-vis des copines. Hein. J'avais trouvé ça, c'était mon personnage. J'avais marqué clown. Si vous avez besoin pour pas pleurer, venez me voir le dimanche. Alors venez me voir, je faisais mon numéro et les pauvres petites filles d'ailleurs, elles étaient contentes, quoi. Vous aviez J'ai trouvé votre jamais place. trouvé mon propre clown, par contre. Mhm. Et quand vous rentrez, est-ce que la relation avec votre mère, finalement, à 13 ans, quand vous quittez la pension, la relation, elle est comment? Alors moi, je suis gênée chez moi. Vous C'est ressentez de drôle. la gêne? Ah, je suis très gênée chez moi, je ne suis pas du tout à l'aise. Je suis dans une famille qui est, somme toute, équilibrée. Bon, mon père, c'est le patriarche, hein, il porte sa douleur, il travaille beaucoup. C'est des gens à l'époque, des hommes qui ne parlaient pas beaucoup. Mais quand il parlait, quand il faisait les gros yeux, quand il nous courait après, il valait mieux courir plus vite que lui. Donc c'était ma mère très active. Ma mère, elle a fait son boulot, elle a fait le job, elle a fait ce qu'elle a pu, ça je le redis. Hein. Mais je pense que non, ma mère m'a juste oubliée, quoi. Elle m'a oubliée, le problème était réglé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quoi l'image qui permet de L'image, comprendre? c'est que j'avais respecté mon contrat, j'ai toujours eu mes premiers prix. Et en fait, on m'a jamais sorti de ça. Donc vous dites, mince, elle a oublié sa promesse. Donc elle m'a oublié, ils m'ont en oublié, ils ont réglé le problème une fois pour toutes, et tous les ans, je repose la question, enfin, je me repose la question, je pose pas la question. C'est-à-dire que tous les ans, au mois de mai, quand je m'apprête à sortir, je dis toujours aux copines, bon, on se revoit pas l'année prochaine, puisque j'ai bien travaillé. Ah, vous vous êtes convaincu quand Ah vous oui, sortez. oui, ah oui, ça c'est certain. Moi, j'ai toujours écrit, j'ai des carnets toute petite depuis 6-7 ans. J'ai des petits carnets sur lesquels je marquais le menu de la pension. Et puis, je vais sortir bientôt. Je les ai, ces carnets. Hein. Je les ai scannés. Et chaque fois, on disait, bon, cette fois-ci, on s'en va. Et puis, on était malheureuses de se quitter. Ce qu'on ne savait pas, c'était que 2 mois après, coucou. Donc il y avait la douleur des adieux, Oui. et finalement, on se C'est ça. retrouvait. Et donc on n'avait plus de repères, quoi. Donc on vivait. C'est pour ça qu'on posait pas de questions. Et on avait raison de pas poser de questions, en fait. Ça nous donnait raison. Vous voyez les événements arriver, Voilà. et à chaque fois, vous faites Voilà. des interprétations. Voilà. Moi, je me souviens, c'est surtout alors le signe. Je le devinais quand même, hein, parce que si j'étais sortie, je l'aurais compris très vite. Je pense que là, j'étais ingérable, j'aurais été très contente. Là, je pense que j'aurais exprimé. Donc ça, je n'avais pas ces signaux-là. Et je voyais mon uniforme qu'on rallongeait, que la couturière rallongeait encore un coup, on se desserrait la ceinture, mon béret commençait à me serrer. Je voyais, le bleu marine était plutôt bleu tristouné, les cuissons ne brillaient plus beaucoup, mais je voyais qu'il était prêt tous les ans, quoi.
Je ne suis pas dans la caricature. Hein. Je dis ça, mais je ne suis pas du tout. Non, c'est les souvenirs qui Absolument. reviennent et après on voit ce que vous avez compris. Et plus là, tard. j'arrive dans une famille où ma sœur, elle était, qui a été ma vraie sœur, ma copine avant que je m'en aille. Eh ben, je me suis retrouvée en face d'une adolescente qui avait 14 ans, qui voulait être coiffeuse, qui se tournait vers ses amis d'Oradour. Elle avait ses copains, ses copines, elle avait sa vie d'adulte, elle faisait ses bêtises comme toutes les copines, elle faisait sa vie, c'était une ado normale. Et là, je me suis un peu rapprochée de mon frère, donc qui était juste derrière moi, Michel. Il avait 2 ans de plus que moi, 2 mois que moi, pardon. Alors lui, c'était le garçon de la famille. Alors c'était un vrai garçon pour le coup, lui. C'était un vrai garçon. Une fausse. Et là, c'était un Ouais. vrai. Et est-ce que vous êtes toujours la vilaine à ce moment-là? Ah oui, oui. Je crois que je suis restée la vilaine, franchement, jusqu'à... Mais dans votre tête ou il vous... Non, À je nouveau, l'entendais. il y a ce genre de je formule. l'entendais. À 13 ans. Ouais, je l'entendais. J'ai entendu jusqu'à 16 ans, je crois, jusqu'à ce que je quitte l'école. Et à 15 ans ou à 16 ans, on l'entend comment? On l'entend pas de la je même manière l'entends qu'à 16 comme... Non, je l'entends comme un surnom, en fait, maintenant. Je l'admets. On intègre tout ça à son rôle, à son personnage. On ne s'arrête pas à ça, quoi. Mais finalement, cette pension, vous pouvez la prendre comme une punition parce que vous entendez dans la famille des cousins et des cousines qui sont menacés. Oui, je me souviens un jour, ma petite cousine, je pense qu'elle était en train de bidouiller les boutons de la télévision qui étaient toutes neuves. Elle devait avoir 2-3 ans de moins que moi. Ma tante a dit à ma cousine, tiens-toi tranquille, sinon on va te faire comme à Monique. Et là, vous comprenez à quoi on fait J'ai référence. dit, mais oui, c'est si grave que ça. Parce que quand on Non, mais est dans c'est la extraordinaire parce que là, dans votre tête d'enfant, elle est en train de faire une bêtise, on lui parle d'une punition. Et la punition, c'est votre on sort. va lui faire comme à toi. C'est votre sort. Mais à ce moment-là, Mais c'est vous énorme. dites, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, moi, pour avoir ce sort? Alors là, oui. Oui, mais ça m'enfonçait quand même dans mon mal-être qui arrivait quand même. Hein. J'arrivais dans un mal-être, j'étais plus justifiée nulle part, j'étais plus à ma place nulle part, j'étais la vilaine, j'étais ratée, j'étais loupée, je bégayais. J'ai oublié de dire que quand je suis rentrée en pension, j'ai commencé à bégayer. J'avais des symptômes. Les religieuses me disaient tu prends des cailloux. Elles m'ont appris comment on fait pour pas parler en bégayant. Visiblement, ça marche. Ah Je non, mais connaissais pas la attendez, méthode. non, mais je vous garantis que pour faire couper un bavard, c'est pour faire taire un bavard, je vous donne le truc, moi. Vous lui donnez 2 petits cailloux bien ronds, vous lui faites laver, vous les mettez dans la bouche. 1, il bégaye plus. 2, il ne parle plus, parce que je peux vous garantir que des petits cailloux qui tapent les mailles des dents, on n'est pas chez les groseilles, mais je peux vous dire que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et j'avais très peur d'avaler mon caillou. Ben oui. Donc, quand je parlais, elle me disait sortez cailloux. Donc, j'avais toujours 2 cailloux. Et ça, j'en ai jamais parlé à personne. Et jusqu'à l'année dernière, je l'avais jamais dit. Pourquoi? Parce que je voulais même pas comprendre que j'ai vécu ça sans rien dire, quoi. Moi, cette résignation-là, je me suis révoltée contre ma propre résignation. C'est-à-dire le fait d'accepter toutes ces C'est pas bizarreries. possible qu'on peut faire accepter un enfant, quoi. Quand je me suis réveillée quelques années plus tard, je me suis dit, mais je crois que si je les croisais dans la rue, j'aurais des mots à leur dire. Hein. Ça n'aide pas à avoir confiance en soi à l'adolescence. Non, parce que j'étais cassée, sincèrement, j'avais été cassée, quoi. J'avais été cassée, mais au sens personnalité, j'avais été cassée. Moi, je suis rentrée pétillante, c'est vrai que je devais bouger, etc., mais vive, je sais pas, tout m'intéressait, j'en suis sortie. D'abord, ça faisait 2 ans que je travaillais plus. Mes cahiers étaient couverts de dessins, j'écrivais des poèmes, j'écrivais mes histoires. Je m'étais construite un monde à moi. Et puis, pour chaque punition, quand on était isolés, je rentrais dans mes histoires. Je me souviens, on avait une punition qui était pas mal non plus. On nous envoyait dans la cave et j'ai tourné les pommes de terre. Alors, quand vous avez 7, 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, que vous vous retrouvez dans le noir, assis sur un cajot ovale, et puis avec un tas de pommes de terre à éjoutonner, vous avez 2 À solutions. quoi? C'est quoi le mot? Éjoutonner. J'écris, c'est moi qui n'entendais pas. Et Comment vous l'écrivez? éjoutonner, ça existe, c'est encore dans le dictionnaire, j'ai vérifié. Ça veut dire enlever les germes des pommes de terre. J'ose pas vous demander si vous aimez les pommes de terre aujourd'hui. J'adore les pommes de terre, parce que c'était là que c'était ma cabane. Mais je rêvais. Vous étiez tranquille à ce Mais moment. j'étais tranquille. Mais j'étais tranquille dans ma cave. Mais ça m'a sauvée, franchement, ça m'a sauvée. C'est-à-dire? Mais parce que ça a été le fil de mon existence, mes histoires, mes livres, j'ai toujours écrit. J'ai commencé par ces petits cahiers, là, ces petits carnets avec les menus de l'école, et puis quand j'avais 6-7 ans, et j'ai toujours écrit derrière. Et donc, sans savoir, parce que vous l'apprendrez plus tard, que ça aide beaucoup à se développer. Le fait de Ah, mais c'est essentiel. d'écrire, c'est c'est quoi, essentiel. ces états d'âme? Vous écriviez vos états d'âme ou est-ce que vous aviez peur d'être lu? Je pensais pas du tout être lue, parce que je mets
Aujourd'hui, il pleut, j'ai pas de chance, j'ai perdu mes patins, je me fais engueuler. Bon, ça, c'était très souvent. On avait des patins pour le dortoir. Privé de sortie parce que je sais plus. Et puis des fois, en gros, tais-toi, tiens-toi bien, résiste, tiens le coup, voilà. Sois sage. Alors, Je m'écrivais, moi, sois sage. Florence, c'est pas banal. Cette petite fille qui se donne Je des me injonctions. coachais, j'étais obligée de... Si. J'étais double personne, je me doublais. Si au contraire, c'est vous vous automaternez. Vous devenez vous-même Ah oui, c'est ça. votre maman qui gère votre enfant C'est ça. intérieur ou D'accord. votre enfant réel, pour le coup, en écrivant. Mais ce qui est important là, c'est que l'enfant va vite trouver son propre sens. Parce que comme tout est construit sur du faux, des deux côtés, on sent bien que vous construisez votre propre sens avec un univers, peut-être avec les animaux, là vous parlez, ou peu importe, un univers qui a du sens en tout cas, un univers qui est poétique, quelque chose qui est vraiment vous pour le coup, parce que personne vient vous coller une image de quelque chose que vous n'êtes pas. Que vous n'êtes pas la vilaine. Cette image, qu'est-ce qui vient les blesser à ce point-là qui font que on vous colle une image dessus sans jamais vous regarder vous en tant qu'être humain, c'est-à-dire votre personnalité. Et grâce à l'histoire, c'est là où vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment, quoi, dans la matière. Et c'est pour ça que c'est guérissant. Et quand on écrit ces histoires, on se donne le premier rôle. Hein. C'est-à-dire? Ah ben je suis l'héroïne dans mes histoires. C'est moi qui sauve, on me sauve de temps en temps quand même. Mais je suis la meilleure, non mais... Donc j'existe à nouveau, je reprends mon assurance dans mes histoires. Mais D'une manière inconsciente, parce que pour le moment, c'est... Pardon, il faudra des années pour que je reprenne quand même. c'est ça, et ce que je veux dire, c'est que dans l'adolescence, la rencontre avec l'autre sexe, etc., c'est compliqué quand on n'a pas confiance en soi, quand on a été un peu nié. Ah, c'est même plus grave que ça. Quand on est élevé par les religieuses, sortir d'un pensionnat comme une fille bien dans sa peau, ça n'est pas possible, ça relève de la fiction. Ça n'est pas possible. Mais du coup, on ressent dans quel état d'esprit Alors par on rapport au garçon ressort... Pardon? Par rapport au garçon? Non, mais là, on est complètement sexué. Je veux dire qu'on est juste un être humain cassé quand même. Hein. Là, je vais vous dire, on est cassé, on a peur de la vie. Donc là, j'ai passé 2 ans. Donc je suis sortie à la fin du cycle. Et j'ai fini d'arriver à l'âge de 16 ans, l'âge auquel on pouvait abandonner les études à l'époque. Donc j'ai fait 2 ans au collège à Saint-Junien. Alors là, j'ai retrouvé ma sœur, mais je l'ai à peine attrapée par le bout de la robe parce elle partait coiffeuse. Hein. C'était une femme, elle avait 17 ans, elle avait ses potes, elle avait ses copains. Mais je traînais encore avec elle, j'étais contente quand elle a toujours été sympa avec moi, elle m'a toujours... Mais par contre, on n'a jamais parlé de tout ça. Jamais. Et puis, j'étais quand même bien seule. Donc, j'avais pas de copine. Et j'ai eu qu'une idée, c'est partir. Partir où? Sûrement me chercher quelque part. Je suis partie à Montpellier, j'ai fait quelques villes. Je voulais partir. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie avec une valise à la main, sans roulette. Parce que c'est lourd, une valise sans roulette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines circonstances, quand je ne suis pas contente, quand je ne suis pas, ou je suis pas heureuse, tout de suite, je pense à ce mot valise. Je dis, bon. Sauf qu'aujourd'hui, je ne partirai plus, parce que je me suis rencontrée et je me regarde dans les yeux. Donc, je ne vais pas faire le tour du monde pour me trouver. Je me suis trouvée. Oh. Mais on était sur un malentendu en sortant de la pension. On n'avait plus rien à se dire, quoi. Avec vos parents? Ils ont été toujours gentils avec moi. Ils m'ont donné l'essentiel, à leur manière. Puis ils avaient d'autres chats à fouetter. Il faut quand même remettre dans le contexte. C'est peut-être ces douleurs-là qu'ils n'ont pas su gérer, que nous, on a dû gérer à leur place. Est-ce qu'il y avait l'espoir qu'ils reconnaissent tout ce que vous venez de raconter? Alors, j'ai tendu de temps en temps, j'ai voulu expliquer les choses. Donc 1 fois, 2 fois, puis on n'intéresse plus. Puis c'est plus de l'époque, on passe à autre chose, quoi. La difficulté, c'est qu'on attend quelque chose, même dans la colère, pour qu'ils disent enfin pourquoi, mais eux-mêmes ne le savent pas. Oui. Parce qu'on voit bien que toutes les raisons qu'ils vous ont données, elles sont fausses. Donc c'est là où ça crée comme un mur. On a l'impression d'être un mur face à l'autre parce que c'est complètement inconscient. Parfois, voilà, des enfants qui naissent, on a l'impression qu'ils ressemblent à la belle-mère, on a l'impression qu'ils représentent au passé. Donc comme si l'arrivée de l'enfant allait faire revenir le malheur. Mais c'est ça la vraie douleur, c'est pas l'enfant en tant que tel. C'est j'imagine qu'avec l'arrivée de cet enfant qui ressemble de près ou de loin, le malheur va arriver. Donc je le mets à l'écart. Mais en général, on n'en a pas conscience. Apparemment, je ressemblais beaucoup à la jeune sœur de mon père qui a été brûlée dans l'église à 13 ans. Et je pense qu'à un moment donné, ma mère, soit en tant que femme, soit elle était jalouse en disant peut-être que mon mari va aimer plus celle-ci que les autres. Peut-être qu'il va aimer plus celle-ci que moi.
Donc j'essaie de trouver pas mal de choses, mais je ne dois pas être loin de la vérité. Et puis à 61 ans, il est temps que je la trouve. Mais je suis pas loin de la vérité. Mais vous voyez qu'on est quand même très loin des explications Mais bien sûr. qu'on reçoit enfant. Et c'est ça qui est guérissant. Parce que Tout à fait. ça peut être une des vraies raisons. Tu me rappelles une douleur Mais absolument. de ma sœur, tu ressembles à ma sœur. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est ça. Ok. T'es mon petit poulet, je préfère te mettre ailleurs parce que là, pour moi, c'est trop douloureux. Mais c'est ça qui est une vraie raison. Encore le que fait, lui, il n'était pas trop d'accord pour que je parte. Ma mère me l'a dit il n'y a pas si longtemps. Vous l'avez su Vous après. voyez. Ma mère me l'a dit il y a un an, elle m'a dit qu'il n'était pas trop d'accord. Mhm. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Vous entendiez ça, Suzy? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait de vous? Alors, qu'est-ce qu'on a fait de moi? Bon, je suis allée donc en pension, puisque c'était la règle. Ma sœur aînée, bien qu'ayant 16-17 ans de plus que moi, elle est allée dans la même pension. Donc, c'était la règle. Et passage obligé. Voilà, passage obligé aux cours complémentaires de jeunes filles de bonne famille, ça ne s'invente pas, avec une directrice odieuse. C'était l'époque. Elle disait rien, maman. Elle disait, bah, tu sais, c'est comme ça, faudra t'y faire. Hein, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, je suis restée 2 ans dans cette pension. J'ai commencé à ne plus manger, à refuser tout. Et mademoiselle Avissot, pour ne pas la nommer, a dit, elle n'a rien à faire ici, c'est une bonne élève, elle n'a rien à faire ici, elle me donne plus de soucis qu'elle en rapporte. Alors, faites-en ce que vous voulez. Elle a dit ça à mes parents, comme ça. Vous entendez quoi quand vous êtes adolescente? Ben, je suis pas tout à fait... Enfin, j'ai 12-13 ans, quoi. Je suis rentrée à 10 ans en pension. Hein, vous voyez, bon, j'ai 12 ans, quoi. Ben, j'entends qu'on veut pas de moi. Donc, moi, je me disais, où est-ce que je vais aller? Et je veux faire des études. Alors, pour le coup, on va essayer de comprendre ce que vous êtes devenus professionnellement l'une et l'autre, si c'est un rapport avec votre enfance. On va voir qu'effectivement, ça s'est passé par étapes en ce qui vous concerne, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'ambition pour vous au départ, et c'est vous qui, petit à petit, avez décidé de reprendre les études. C'est ça qui s'est passé pour vous? Oui, alors donc dès que je suis sortie après la pension, j'ai fait 2 ans au collège, 3 ans pour arriver à 16 ans. Et à 16 ans, ma sœur partait à Limoges et montait en ville. Elle avait trouvé une place d'apprentie ou de coiffeuse directement dans sa petite chambre meublée. Et ben, je me suis cramponnée à elle, j'ai dit je m'en vais avec elle. Donc j'ai trouvé une place de vendeuse dans une boutique à Limoges, vendeuse de chaussures, je connaissais. Donc j'étais vendeuse qualifiée, parce que ma mère vendait des chaussures. Et donc, je suis montée, j'ai vécu avec ma sœur comme ça 2 ans. Et là, on s'est retrouvés. Ça, c'était sympa, par contre. Là, on était 2 colocs, 2 copines. C'était vraiment une petite époque sympa. J'ai partagé ses copains, ses amis, et ça, c'était bien. Et il y a une dame qui va s'intéresser à vous. Oui, alors là, j'étais vendeuse en chaussures. Je sais pas, je suis pendant jusqu'à 20 ans, je me souviens plus, franchement, bon, 20 ans. Et là, dans cette armée de vendeuses qu'il y avait dans ce grand magasin, il y en a une dame qui était là, qui s'appelait Berthe, qui fait un coucou. Elle avait à l'époque, je sais pas, 50 ou 55 ans. Et elle me disait souvent, va-t'en, tu peux faire autre chose, toi, va-t'en, regarde ce que je suis devenue, regarde ce que je suis devenue. Elle va vous pousser à faire des Elle va me pousser, j'ai dit finalement, est-ce que j'ai envie de devenir une Berthe aussi, quoi? Dans votre cas, ça s'est passé par étapes, et vous avez passé plusieurs formations à chaque fois, vous aviez Oui. cette volonté. Oui. Est-ce qu'il y avait la volonté, et jusqu'à devenir finalement experte en immobilier? Expert Est-ce qu'il immobilier y après la avait- cour d'appel. Est-ce qu'il y avait la volonté de montrer que vous n'étiez pas cette quantité négligeable? Ah oui, ça par contre, ça c'était, j'assume totalement. Là, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment dans les regards de moi maintenant. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Mais ça n'empêchait C'était pas. un moteur? Oui, c'est un moteur. Parce que en voulant montrer à mes parents de quoi j'étais capable, je pense, pour être très honnête, que c'était à moi que je voulais montrer que j'étais capable de quelque chose. Et d'ailleurs, est-ce C'était qu'ils ont- évident. J'avais Et- besoin de... est-ce qu'ils ont formulé, est-ce qu'ils ont reconnu « Ah, tu es capable Non. Non, parce que j'étais pas un vrai agent immobilier, j'étais une fille. J'étais jamais à la bonne taille, au bon moment, dans le bon sexe. J'étais une fille. Ma mère disait, bah, agent immobilier, elle y croyait pas. Et après, quand j'ai passé mon DU d'expertise judiciaire et j'ai été nommée à la cour d'appel, pour des raisons pratiques, on a un caducé qu'on met sur nos voitures. Bon, moi, je le sors que quand c'est en urgence, sinon je ne sors pas. Et quand je vais chercher ma mère, elle me dit, est-ce que tu l'as ta médaille? Est-ce que tu l'as ta médaille? Elle m'agace avec ça, mais je la sors pour la mettre sur mon tableau de bord. Et là, je crois que c'est à cet instant-là, la première fois que ma mère a vu ma médaille avec la justice, la cour d'appel, je crois que là, elle a compris que sa fille pouvait faire quelque chose de sa vie. Et vous dites « Je crois », mais vous n'êtes pas sûr. Non, pas du tout. Elle l'a pas formulé. Non. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle me disait alors qu'est-ce que tu fais? Parce que je suis souvent partie, un peu partout. Parce que je fais aussi de la formation des agents immobiliers, donc je suis obligée de me déplacer. Et il n'y a pas si longtemps que ça, elle me dit mais tu cours 4 métiers, 4 misères. Enfin, tu cours partout, tu traînes la misère, quoi. Elle me dit ça il y a 1 an, quoi.
Donc Vous avez longtemps attendu sa reconnaissance? Tout à fait. Cette reconnaissance qui n'est jamais venue ou qui viendra, qui va venir un petit peu plus tard. Mais ah non, jamais, du tout. Bon, on va voir quel genre de maman vous êtes. Est-ce que vous êtes le même genre de maman alors que vous avez vécu finalement des manques qui se ressemblent un petit peu? Sur le plan professionnel, donc vous avez fait des études d'infirmière. Cette Oui. question de la reconnaissance, est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment donné de est-ce que votre mère est fière de vous? Est-ce que vous avez senti une fois qu'elle était Ben, fière de vous? écoutez, bon, ça va faire un bond en arrière, en avant plutôt, parce que bon, quand je suis donc restée en pension, j'y suis restée que 2 ans, puisque je suis tombée malade, je ne dormais plus. Et là, il a fallu trouver une solution. Et donc, c'est ma sœur aînée qui m'a pris chez elle pendant 7 années. 7 années, c'est pas rien. Donc, en souvenir de ces 7 années, nous avons toujours, malgré nos 16-17 ans d'écart, nous avons toujours été très proches. Là, elle vient de mourir. Excusez-moi. Elle n'a donc jamais eu d'enfant, elle était mariée. Mais elle m'a pris ces 7 années. 7 ans. C'est pas rien. Est-ce qu'elle a réparé quelque chose? Oui. Enfin, on ne peut pas appeler ça de réparation. Elle a beaucoup été éprouvée de ne pas avoir d'enfant. Elle était très maternelle, ma sœur, bien qu'un petit peu en retrait, mais très maternelle. Hein, et quand je faisais, c'est une anecdote, mais ça a tout son poids. Et quand je faisais des courses avec elle, il y avait des gens qui ne savaient pas. Hein, voilà, ça, 16 années de différence, voilà. Bon, on lui disait, c'est votre fille. Et elle disait, oui, oui, c'est ma fille. Et elle me donnait un petit coup de coude pour pas que je dise, mais non, qu'est-ce que tu racontes, t'es ma Donc, sœur. pendant un instant, elle avait la sensation Oui, d'élever oui. quelqu'un. Mais en ce qui vous concerne, c'est parce que c'est votre histoire qu'on veut comprendre. On a vu que là, il y avait effectivement un moteur, finalement, dans la vie professionnelle, c'est de ne pas être cet incapable. Vous, on vous avait dit, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Oui. Donc, est-ce qu'à un moment donné, sur cette question de la reconnaissance, vous avez eu la reconnaissance de votre mère? Je l'ai eu, on a toujours été, sans qu'elle me le montre, je pense qu'elle m'aimait quelque part. Mais la plus belle preuve d'amour que j'ai eue de ma mère, c'est quand je me suis installée comme infirmière libérale et que j'ai eu mes diplômes de cancérologie. Donc je me suis installée dans la ville de Rambouillet. Là, vous avez mis votre plaque, Oui. Et elle a pleuré. de voir la plaque. Oui. Et elle vous a dit pourquoi? Vous avez Alors tout elle a compris. simplement dit, c'est toi ma fille. T'es comme un médecin. Donc là, elle exprimait sa fierté. Oui. Ce que vous avez espéré, finalement. Ce qu'elle a exprimé aussi une autre fois, mais beaucoup moins, parce que c'était pas une lettrée, elle n'était pas allée beaucoup à l'école, maman. Hein. À mon premier livre, j'avais 22 ans ou 21 ans quand j'ai écrit mon premier livre, hein, et que mes textes, mes poèmes surtout, étaient lus ici ou là. Oh, elle disait, moi qui suis pas allée à l'école beaucoup, elle était allée à l'école jusqu'à 13-14 ans, à cette époque-là, c'était pas rare. Elle a eu un certificat d'études, point final. Hein. Ah, c'est pas possible qu'avec ton père, on ait pu faire ça. Un mot, Florence, sur cette idée que finalement, quand on est enfant et qu'on n'est pas forcément le centre de l'attention, qu'on n'a pas d'encouragement, pour faire un euphémisme, plutôt du dénigrement, on peut comprendre que ce soit un stimulant pour ensuite essayer de réussir. Mais malgré finalement la reconnaissance officielle de ses pairs, de ceux qui connaissent, on peut passer une vie entière à atteindre la reconnaissance d'une seule personne. C'est assez fascinant ce mécanisme quand même. Parce que vous le dites en même temps, vous dites effectivement j'avais envie de devenir quelqu'un, donc même si vous l'avez fait aussi pour vous, je l'ai fait pour mes parents parce qu'il y avait en lien aussi cette promesse d'enfant, si tu as des bonnes notes, si tu as un bon travail, finalement on sera aimé. Donc dans votre manière de le dire et dans l'envie de faire un bon travail, sous-entendu pour mes parents, forcément la quête elle peut durer même toute une vie. C'est la différence quand on fait un travail pour soi et quand on attend quelque chose d'une reconnaissance. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas en disant je ne comprends pas, j'ai les diplômes, tout le monde me dit que c'est super, je peux même passer encore le diplôme supérieur, voire encore même le supérieur. Et parfois même dans la vie d'une personne, quand on est arrivé au top, il y a des moments où on est encore moins bien. Parce que c'est comme si on avait mis toute une vie à mettre de l'énergie pour arriver jusqu'au bout, pour être sûr qu'on est gagnant et qu'on va recevoir la reconnaissance. Puis encore arriver là, c'est encore pas ça. Donc parfois même dans le corps, ça peut même faire l'effet inverse, c'est-à-dire
j'ai mis toute cette énergie, mais en fait, c'est pas encore tout à fait ça. Ce qui On n'empêche croit qu'il y a une pas- ligne d'arrivée et on se découvre qu'il n'y en a pas. Non, parce que à la base, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est une excuse pour dire je sais pas trop quoi te dire. Donc, je vais te dire que si tu as des bonnes notes, c'est un peu une excuse. Tu pourras sortir de cette pension. Donc, comme l'excuse n'est pas tout à fait réelle, forcément, on met beaucoup d'énergie et ça arrive chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que c'est l'idée, me dit, j'attends quand même encore un peu de reconnaissance, mais sur le plan purement psychologique, on n'a plus besoin de parents, on va dire à peu près à 18 ans. Une fois qu'on peut travailler et qu'on est autonome, on n'a plus besoin de parents au niveau psychologique, je parle vraiment. Et du coup, c'est à ce moment-là où on peut se dire, bon, voilà, je vais être moi-même, je vais cheminer. Parfois, ça arrive à 40 ans, 60 ans, même 100 ans, j'ai envie de dire. Parce qu'on a toujours cette petite part d'enfant intérieur qui attend quelque chose du parent. Mais physiquement, on n'en a plus besoin. Et c'est au moment où on se dit dans sa tête, mais des enfants même à 15 ans qui arrivent, c'est pas une question d'âge. De dire, voilà, c'est fini, moi maintenant j'ai ma vie, je trace ma route. Mais ça, c'est quand même un processus qui est assez long. Et une fois qu'on y arrive, là, même avec des petites choses du quotidien, on peut se dire, ah, là j'ai atteint la satisfaction. Mais parce que c'est pour nous, c'est pour soi. Alors, on s'interroge sur la manière dont vous êtes devenues maman, toutes les deux, vous avez 2 enfants. Donc, une fois qu'on a vécu ces choses-là, est-ce qu'on devient une maman surprotectrice ou est-ce qu'au contraire, on ne sait pas donner ce qu'on n'a pas reçu? Donc là, je crois que vous avez 2 versions différentes. Dans votre cas, vous êtes addict à vos enfants, vous dites. Ah, moi, je suis addict à mes enfants. On a une relation tous les 3, donc François, Julie et moi. Quand ils étaient petits, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais toute seule avec eux et j'avais trouvé un petit code secret, comme ça, un petit surnom à notre lien, et avec un petit rituel, les bises échangées, etc. Et mon fils, il y a 4 ou 5 ans, et j'étais quand même très étonnée, parce que c'était un garçon, tout ce qui est le plus viril, qui a 27 ans aujourd'hui. Il est arrivé un jour, il me dit, regarde maman, ce que je me suis fait tatouer sur les bras. Et j'ai regardé, il s'est fait tatouer ça sur le bras. Alors là... Ça, c'est quoi? Ben, c'est notre code secret. Ah, le code secret. Et je ne veux pas le dire. Non, bien sûr, c'est Je secret. ne veux pas le dire. Là, ça m'a touchée, mais je me suis effondrée parce que je me suis dit, finalement, là, c'est vraiment quelqu'un qui m'aime au point de le marquer dans sa chair. Ça, c'est le plus fort signe d'amour que j'ai reçu jusqu'à ce jour de toute mon existence. Quelqu'un qui était capable de dire, voilà, j'ai reçu une aiguille, je me suis, ça, voilà, tu vois, jusque dans le tombeau et au-delà, notre amour restera. Ça, c'était, waouh, j'ai reçu, c'était énorme. Et dans la foulée, ma fille m'a dit, eh oh, moi aussi. Parce qu'ils sont pareils, ils sont adorables. Et évidemment, donc elle a fait, aussi gros. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, maman, il n'y a que toi. Alors donc, j'ai dit, ok, d'accord. Donc je le fais faire au mois de novembre, et voilà, il me l'offre. Et je serais ravie, mais vous vous rendez compte, c'est... Vous avez le novembre qui arrive? Oui. Le prochain novembre, vous vous faites tatouer? Dans 3 mois, là, oui. D'accord. Ah bah, j'ai dit, je veux bien me donner la peau, mais vous me l'offrez. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça raconte au fond? Vous êtes fusionnel et qu'est-ce qui a présidé finalement à l'éducation que vous leur avez donnée par rapport à ce que vous le aviez respect. vécu? Alors le En respect, quoi la confiance. C'était important pour vous de partager, de parler, de leur faire des compliments par exemple? Vous n'en aviez pas eu? Oh là là. Alors, j'ai toujours... Je pars du principe qu'effectivement, quand on fait un compliment, on est capable de faire des reproches. C'est surtout l'inverse. Quand on fait des reproches, on doit être capable de faire des compliments. Moi, je me souviens m'être mise en colère après mes gamins quand ils avaient, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Mais je me souviens aussi avoir demandé pardon à mes enfants quand ils étaient tout petits, en disant « Excuse-moi, j'ai crié fort, c'était pas justifié ». J'ai toujours parlé à mes enfants. Mais vous sentiez coupable finalement de les réprimander? Non, je ne voulais pas du tout. Oui, je voulais être juste. Donc, si vous voulez, tout petit, j'ai toujours traité mes enfants comme des êtres humains à part entière. Quand j'étais pas juste, j'ai excuse-moi Julie, excuse-moi François, j'ai pas été bien sur ce coup-là, j'aurais pas dû, etc. Et juste ça, faut apprendre, faut être capable de dire pardon, je me suis trompée, et tu es bien, tu seras une belle personne. Et je leur ai dit. Parce que finalement, vous attendiez que votre mère dise je me suis Ben, un peu trompée évidemment, sur toi. 1, je me suis trompée, 2, tu es quelqu'un de bien, 3, tu peux. Et ça, je l'ai dit à mes enfants tellement que, voilà, je sais plus quoi en faire, ils sont toujours avec moi. Non, mais c'est vrai qu'on est fusionnels, quoi. Il n'y a pas de mots, de toute façon. Bon, eux savent pourquoi. Ah, ils savent Ils connaissent pourquoi. votre histoire. Ah, ils savent pourquoi. Ils la connaissent pas depuis très longtemps, justement. Ils savaient un peu, mais... Et alors, Suzy, est-ce que c'est même cause, même effet, ou est-ce qu'au contraire, là, on est dans un cas de figure C'est différent? plus difficile pour moi d'être mère. C'est-à-dire? Je suis souvent en retrait avec mes enfants. J'ai toujours l'impression de ne pas bien les comprendre, de ne pas bien suivre, voilà, de ne pas savoir faire. C'est votre impression ou c'est leur impression? Ben, disons que Ils l'ont formulé dans leur vie. j'ai un garçon et une fille. Pour ma fille, c'est son impression en tout cas. Mon fils est beaucoup plus indulgent.
hein. Peut-être parce que c'est un garçon, je ne sais pas. Hein, Mais elle, voilà. elle formule quoi? Bon, Elle formule quel manque? bon, par exemple, ma fille me dira, si elle était là, tu as beaucoup travaillé, voilà, tu écris, tu n'as pas le temps pour nous, tu es en dédicace, on n'est pas là, voilà, on ne peut pas passer. Pourtant, voilà. vous êtes dans un métier d'aide. Vous êtes Oui, infirmière. oui, oui, bien sûr. Je viens juste de quitter l'accueil de jour maladie d'Alzheimer à l'hôpital de Rambouillet il n'y a pas très très longtemps. Voilà, donc j'ai dirigé plein de choses sur... Mais donc, elle avait la sensation que vous étiez capable de vous occuper des malades et pas forcément d'eux? Voilà, oui. Et aussi, il y a un autre... Enfin, ça ne peut pas être considéré comme un problème, ça l'a été sans doute. Mon mari était à l'énergie atomique. Hein, il a travaillé toute sa vie sur les atolls de Mururoa. Inutile de vous dire que ça ne faisait pas une présence régulière, hein, qui partait des mois. Voilà. Moi, je m'en suis, étant très indépendante, je m'en suis accommodée, mais je crois que ma fille s'en est beaucoup moins accommodée. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas être le père et la mère. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est souvent ce que je lui dis à ma fille. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Mais je reconnais que je n'ai pas, comment dire, la chaleur. Même avec mes petits-enfants, que j'adore, bien sûr. Mais je ne sais pas aller vers. Quand vous dites je sais pas, c'est parce que vous n'avez pas connu ça, donc vous n'avez pas Voilà, appris, donc voilà. vous ne connaissez pas cette formule. Et puis, on disait, chez moi, les effusions, ça n'existait pas, ni avec mon grand-père, ni rien. On n'était pas là comme ça. Bon, on se disait bonjour, bonsoir. Mais dans la journée, il serait venu à l'idée de personne d'aller embrasser l'autre à plein bras. Hein. On serait gêné. Ah oui, c'est... voilà, même maman, qui ne parlait pas beaucoup, elle aurait dit, mais où tu te crois, là? Hein? Bon. Et donc, c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte qu'il y a autant d'histoires que d'êtres humains. Ah oui. Puisque là, Florence, c'est à vous. C'est à vous de jouer. Comment on arrive à expliquer que finalement, là, on va compenser, faire tout ce qu'on n'a pas eu et donner et offrir tout ce qu'on n'a pas eu. Et puis là, et je crois que c'est répandu sur la planète, finalement, ce cas de figure aussi, où d'un coup, on ne sait pas bien comment faire puisqu'on n'a pas connu. Ben oui. Ce qui peut faire la différence, c'est que quand on est même adulte, hein, dans un corps d'adulte, même un âge avancé, on va dire, quand on a gardé cette part d'enfant en nous, de cette représentation que c'est toujours la loi de ma mère ou de mon père qui prévaut, à savoir, oula, tu fais quoi là quand tu me prends dans les bras, et qu'il y a toujours cette petite voix, on parlait tout à l'heure de la petite voix intérieure qui reste. Alors c'est difficile d'être à la fois dans une attente d'enfant et en même temps d'être maman. C'est comme s'il y avait deux rôles qui n'arrivaient pas juste à poser. Ce qui fait que quand on a un enfant, mais qu'on est encore sous la loi du parent, on n'arrive pas à être une maman comme nous, on a envie. Puisqu'on est attaché d'un côté à notre... on est loyal par rapport à notre famille d'un côté. Et avec notre enfant, il y a quelque chose qui bloque. On aimerait bien, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas coupé le fil de l'autre côté. Ce qui fait que, par rapport à différentes situations, même si on a l'impression que ça se ressemble, c'est surtout dans la tête, en fait, que ça se passe. C'est-à-dire, moi, j'ai réussi à passer un cap et d'être vraiment une adulte qui donne, et dans une vie de femme, en mettant un petit peu, en prenant du recul, en tout cas, sur ce qui s'est passé avec ma famille, quand bien même il soit passé des choses très difficiles, j'arrive à donner. Mais quand j'ai encore ce petit espoir et ce positionnement... C'est une part de moi, hein, c'est pas toute la personnalité, mais une part de moi qui est encore enfant et qui croit encore son parent, alors il va suivre le même chemin, c'est-à-dire qu'il s'identifie encore aux parents. Donc c'est cette part-là avec laquelle on peut dialoguer. Et là, vous vous en rendez compte, même en le disant, on voit bien. Bien sûr. Vous avez fait le lien toute seule. Vous avez dit, quand vous avez posé la question, vous dites, ah oui, mais c'est parce que c'est ma maman qui disait ça. Presque un peu comme une enfant. Ma maman, elle a dit non, donc je peux pas Ce faire. petit juge intérieur qui est là depuis toujours. C'est surtout le parent intérieur. En ce qui me concerne, je vous rejoins complètement. En ce qui me concerne, c'est tout à fait paradoxal. Je peux donner, bien sûr, à tous les autres, hein, et Rambouillet le sait bien, et plus difficilement à ma famille. C'est comme ça. Vous dites c'est comme ça. Oui, je dis c'est comme ça. J'ai fait de mon mieux. C'est ce que je me dis maintenant, à l'âge certain que j'ai, parce que, bon, on ne peut pas toujours se dire qu'on n'a pas bien fait. Il faut se dire, j'ai fait de mon mieux. Exactement, je me dis ça. Et j'ai fait de mon mieux aussi avec mes parents. J'ai fait de mon mieux avec ma sœur. Je lui ai rendu ce qu'elle m'avait donné d'affection. Et puis, j'ai accompagné ma mère, mon père, qui a eu donc cette maladie d'Alzheimer, ma sœur aussi. Je suis très proche de ma famille. À quel moment de votre vie vous vous êtes dit, finalement, ces parents qui étaient d'une certaine manière défaillants, à quel moment vous vous êtes dit,
Ils faisaient de leur mieux. À quel moment on est passé dans l'acceptation? Je parle pas de pardon, mais au moins dans l'acceptation. Je me suis dit ça dès lors où j'ai commencé à aller chez les malades dans leur vie. Hein, puisque infirmière libérale, c'est ça. C'est aller vers. Hein. L'hôpital, c'est pas du tout pareil. Hein. Les gens, ils arrivent, je dirais presque tout nus. Et donc, pourquoi Voilà. en allant chez les gens? Hein, parce que je les ai vus vivre. Et puis ça m'a permis de voir que bon, j'avais eu cette enfance-là, mais qu'elle n'était pas des pires. Voilà. Mhm. Si ma mère a pleuré quand elle a vu La plaque. la on met la plaque, infirmière. enfin un certain succès pour elle, c'est qu'elle m'aimait. Voilà tout. Mhm. Et vous, Monique, est-ce que votre maman est toujours vivante? Quelle est votre relation aujourd'hui? Et vous êtes dans quelle situation? Est-ce que vous êtes, on l'a compris, un peu dans l'acceptation de tout ça, mais ça s'est passé de quelle manière? Alors, il y a quelques années, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas quel a été l'élément déclencheur. Sincèrement, je ne m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. C'est peut-être quand ma fille s'est installée avec Loïc, mon gendre, donc je ne sais pas, peut-être cette continuité qui se mettait en place. Mais réellement, une nuit, ça m'a réveillée. Je me suis dit, je vais aller demander pardon à ma mère. Je vais pardonner ma mère. Lapsus. C'est un lapsus intéressant. C'est drôle, ça. C'est drôle, hein. Je vais pardonner ma mère. On dit toujours que c'est quand les gens sont vivants, il faut leur dire je t'aime, je te demande pardon, il faut vraiment le faire. Moi, je suis très à l'aise, je dis il faut absolument que j'aille la voir. Parce que bon, elle a 89 ans, elle a 90 ans. Bah, elle est née le 10 juin, le jour de l'anniversaire du massacre de Radour. En plus, c'était son anniversaire, toujours. Et donc, je me suis levée, mais vraiment avec cette idée-là. Et j'ai dit à mon compagnon, je vais à Radour ce matin. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, il faut que je voie ma mère. Comme une espèce d'urgence. Je suis arrivée, elle m'a regardée, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, écoute maman, je me suis pas mise à genoux, je me suis pas non plus, j'ai allégé tout ça parce qu'elle n'aurait pas compris. Elle m'aurait prise pour une dingue. Donc il fallait que je mette ses formes à elle. Il fallait que je code avec son décrypteur, son décodeur. Donc je lui ai dit, tu sais, finalement, je t'en veux pas du tout de m'avoir mis en pension. Elle me regarde, elle n'a pas compris. Je lui dis, mais je t'en veux pas du tout. Je vais même te dire merci. Elle m'a regardée et puis elle m'a dit, quand même, tu aurais pu nous dire ce qu'elle te faisait. Parce qu'elle ne savait pas non plus les souffrances qu'on endurait. Elle m'a dit, quand même, tu aurais pu nous le dire. Et ça, elle l'a dit quand même. Et j'étais soulagée ce jour-là, j'étais contente parce que je me suis dit, tu as été une bonne fille, jusqu'au bout, tu as fait ton job. Maintenant, enfin moi, voilà. Et c'est vrai qu'on parle peu, d'abord parce qu'elle est un peu sourde, donc c'est toujours fatigant, c'est pas très discret de crier dans les restaurants. Mais elle est toujours lointaine, on est quand même très distantes l'une de l'autre. On s'occupe d'elle. Je l'amène au restaurant, je lui fais faire ses courses, comme elle a 4 enfants qui s'occupent d'elle. Ça, franchement, elle a de la chance d'avoir... Tous les 4, on s'occupe vraiment d'elle. Et je vais la voir, je remplis mon rôle. Mais je suis contente d'avoir dit ça. Avec un sens du devoir. Ah voilà, c'est absolument ça. Je suis dans le devoir, mais je suis contente de pouvoir le remplir, parce qu'elle me permet de le faire. C'est pour ça que je suis contente qu'elle soit là. Elle me permet d'être aujourd'hui, la petite fille gentille de sa mère. Aujourd'hui, que j'aurais dû l'être en 62 quand j'ai pris mon béret et ma valise, quoi. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Donc elle nous dit quoi, votre histoire, Monique? Je pense que depuis, j'ai beaucoup pensé à pas mal de choses, forcément. J'ai eu quelques années pour ça. Je me dis, la première chose qui est importante, c'est d'avoir confiance en soi. La première personne qu'on doit rencontrer, si on n'est pas sûr, parce qu'on prend conscience qu'on n'a pas rencontré cette personne, c'est soi. C'est-à-dire que quand on s'est rencontré, il n'y a pas de sujet. On n'a pas de mal-être, on va bien. Mais quand on se cherche, on ne sait pas quand on se cherche, quand on a cette espèce de trou en permanence dans la tête, on ne sait pas d'où ça vient, je crois qu'il faut ou aider quelqu'un. On ne peut pas en avoir la conscience soi-même, hein, il faut se faire aider. Mais il faut comprendre que la première personne que l'on doit aimer, que l'on doit considérer, sa meilleure amie, c'est soi-même. Ça, c'est fondamental. Et moi, je l'ai compris il y a 4-5 ans seulement. Pardon ? Se traiter comme on traiterait son meilleur ami. Se traiter exactement comme on parlerait à son meilleur ami. Parce qu'on est souvent très dur avec soi. Absolument, absolument. Et ça, faut arrêter. Ouais. Parce que quand on se respecte, on respecte les autres. Quand on fait passer le flambeau après, avec amour. Moi, si je peux me permettre, Suzy, elle n'a pas passé la période du pardon. Donc, elle est dans la souffrance. Non. Moi, j'ai tourné la page. Je me suis dit, j'ai passé l'âge de souffrir. La vie est courte. Le pardon est libérateur, ça je ne vais pas vous le dire. Depuis que je suis allée voir ma mère ce matin-là,
Je suis rentrée, mais j'ai pleuré dans la voiture, mais comme une petite fille qui avait montré son dessin, j'étais contente. Ce jour-là, je suis devenue la fille de ma mère, franchement. Et je ne sais pas si je le dis, peut-être mes frères, je ne sais pas, mais j'étais contente de l'avoir fait. Voilà. Ce jour-là, j'avais 6 ans. Mais... Non, je ne suis pas dans la souffrance du tout. La seule souffrance que j'ai, c'est qu'ils m'ont eu trop tard et que je les ai pas eu longtemps. Voilà. Ça, c'est mon gros manque. Mes sœurs aussi, je les ai pas eues assez longtemps, vous comprenez. Hein? Donc, ça vous fait une vie amputée. Amputée des êtres essentiels. Voilà. Tout simplement. Mais je regrette pas, bien sûr. On a la vie qu'on a et il faut l'accepter. Alors, on va reprendre cette conversation dans un instant. Je voudrais vous montrer un reportage, alors qui est un peu extrême, donc je le dis aux âmes sensibles. On a parlé ensemble de la manière dont on pouvait se sentir finalement étranger dans sa propre famille, finalement comment on peut se sentir rejeté. Et on a vu aujourd'hui que vous aviez des explications. Là, on est dans une situation très particulière, ça se passe au Nigeria, et il y a un petit garçon qui est vraiment rejeté, c'est-à-dire que ses parents ne prennent plus soin de lui. On verra pourquoi dans un instant, et on verra comment il a été sauvé. On en parle juste après. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Cet enfant, il a faim. Il n'a pas de père. Est-ce qu'on peut lui donner à manger? Pas de nourriture. Il n'a pas de mère. Ce garçon est accusé d'être un sorcier. On ne sait pas qui porte cette accusation. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a été abandonné par ses parents. J'ai vu beaucoup de choses terribles au Nigeria. J'ai fait beaucoup de missions humanitaires, mais cette mission est tellement déchirante pour moi, car elle me rappelle mon fils. Je pense qu'ils ont le même âge. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer si c'était mon propre fils qui était traité comme ça. Alors pendant ce reportage, mes camarades nous ont rejoints, donc Aude, Brigitte et Luc. Salut les camarades. Salut. Aude, première question, comment va cet enfant aujourd'hui? Oui, alors heureusement, cet enfant va beaucoup mieux. La vidéo date d'il y a 1 an. Et aujourd'hui, ce petit garçon est métamorphosé. D'ailleurs, il a été baptisé Hope. Hope, qui veut dire espoir en anglais. Et je voudrais qu'on regarde immédiatement une petite vidéo qui, pour le coup, celle-ci est vraiment, va nous redonner le sourire et est très réconfortante. Parce que aujourd'hui, Hope, le voici. Ah oui. Vous voyez, on est 1 an plus tard. Il y a 1 an, il tenait à peine sur ses jambes. Ah oui. Donc, Hope. Hope va mieux. Ah, ça me donne envie de pleurer. Ouais. Et il danse. Et il danse bien en plus. Et en plus, il a déjà le rythme dans la peau, c'est incroyable. Aujourd'hui, il a repris du poids, il a retrouvé une condition physique parfaite. Alors évidemment, il a dû être hospitalisé quand Anya, qui est un peu son ange gardien, quand elle l'a recueilli, il a dû bénéficier d'une transfusion sanguine, il a dû être traité pour des parasites. Mais aujourd'hui, il est en pleine forme. Il vient même de faire ses premiers pas à l'école. Et il est au milieu d'autres enfants dans un orphelinat qui a été créé par cette femme danoise et son mari. Voilà, regardez comme il est mignon avec son petit uniforme. Franchement, on a du mal à imaginer que l'autre vidéo date d'il y a 1 an. Et aujourd'hui, on le voit, il y a une photo où il est avec ses petits camarades à l'orphelinat, qui est aussi, super chouette. Donc, il mène une vie paisible, comme tous les petits-enfants de son âge. Donc, voilà. Ils sont orphelins. Qui sont orphelins, oui, parce que... Alors, pour comprendre, parce qu'évidemment, c'est extrêmement choquant l'état dans lequel on le voit dans cette rue, cet enfant qui erre, personne ne lui donne à manger. Et alors, comment c'est possible? On parlait de rejet, évidemment, dans cette émission. Donc là, c'est l'extrême, c'est-à-dire qu'il est rejeté par sa propre famille, parce qu'il est accusé, et on ne sait pas par qui, d'être sorcier. Exactement. En fait, c'est un enfant, on les appelle les enfants sorciers, et donc sa famille considère qu'il est maléfique. Et donc il a été rejeté par toute sa communauté. Ce sont des enfants qui se retrouvent soit à la rue, qui sont parfois torturés, sont parfois battus à mort. Et on estime qu'au Nigeria, il y a des centaines d'enfants considérés comme sorciers. Et Anya, donc cette jeune femme danoise, a donc créé une association pour venir en aide à ces enfants rejetés, pour les recueillir. Une association qui a 5 ans, qui s'appelle la Fondation pour l'éducation et le développement des enfants africains. Et avec son association, donc, elle a mis en place un orphelinat, donc pour ces enfants qui sont en réalité pas vraiment des orphelins, mais qui sont des
des enfants, donc rejetés par leur famille, et aussi pour d'autres. Elle scolarise également d'autres enfants parce qu'elle considère que l'éducation, c'est une manière de lutter contre toutes ces superstitions qui sont, et toutes ces accusations de sorcellerie qui sont à l'origine d'exactions terribles. Et alors, comment ça s'est passé? Comment elle a été informée qu'il y avait ce petit garçon qui était en train de errer dans les rues? Oui, c'était pas une rencontre par hasard, hein. L'équipe de télévision était là, faisait déjà un reportage sur elle, sur son action depuis déjà quelques semaines. Et un jour, quelqu'un l'appelle, sachant que donc elle avait cette association qui venait en aide à ses enfants rejetés. Quelqu'un l'appelle pour lui dire il y a un enfant de 2-3 ans qui erre dans les rues. Donc évidemment, immédiatement, elle est partie dans la ville de Ouyo pour lui venir en aide, en pensant que un enfant comme ça, à cet âge-là, livré à lui-même, n'avait que quelques jours d'espérance de vie. Et elle a découvert par la suite que ça faisait 8 mois qu'il était dans la rue, qu'il survivait par ses propres moyens, en se nourrissant de déchets, en fait. Ça faisait 8 mois qu'il était là. Il n'était pas nourri, il se nourrissait lui-même. Il se nourrissait lui-même de déchets. Effroyable. Effroyable. Et quand on voit cette photo-là, elle a fait le tour du monde. Hein. Elle a ému le monde entier. La vidéo a été vue 30 millions de fois sur Facebook. Et elle a permis, peut-être qu'on peut mettre une photo un peu plus réjouissante, la photo où il est en petit costume. Et donc le fait que la vidéo soit vue, est-ce que ça a permis de financer l'association? Voilà, je pourrais... Alors justement, cette vidéo-là, qui a été donc vue par 30 millions de personnes, a permis de récolter $1 million de fonds pour pouvoir sauver le petit Hope. Et évidemment, ça va l'aider lui. Et puis c'est de l'argent qui va être utilisé pour venir en aide aux enfants, aux autres enfants qui sont dans sa situation et qui ont été accueillis dans l'orphelinat. Et ce sur quoi elle insiste, c'est qu'on leur fournit une éducation, on leur fournit des soins, mais bien au-delà, on leur fournit de l'amour et de l'attention, ce qu'ils n'ont jamais connu. Donc pour eux, c'est ça, finalement, l'important. Et je me retourne vers Florence. On dit que finalement, tout ce qui se joue dans les premières années est primordial. Donc cet enfant, effectivement, on voit bien qu'il a mangé, qu'il a des sourires, etc. Mais on se demande ce qu'un être humain peut retenir de ces 8 mois d'errance, en fait. Parce que vous dites souvent le corps se souvient. Effectivement, là, en termes de mémoire réelle et de souvenirs, s'il a entre 2 et 3 ans, il ne se souviendra pas de grand-chose, tout comme tous les enfants de moins de 4 ans, de manière générale. On est dans une situation extrême et en même temps, il va recevoir de l'amour, entre guillemets, de manière extrême. C'est-à-dire que toute la planète, entre guillemets, va se mobiliser, que ce soit par le regard, par l'affection, par l'argent. Donc, dans son corps, ça peut aussi justement contrebalancer parce que finalement, il va recevoir de l'amour comme presque peu d'enfants ont reçu aussi dans leur vie. Donc, à situation extrême, amour extrême, qui fait que ça peut aussi le construire de manière très forte parce que c'est toute la planète qui va porter un regard bienveillant sur ce tout petit être miraculé. On dit que plus le chagrin creuse ton cœur, plus l'amour peut y rentrer. C'est un peu cette joli idée comme phrase. J'ai envie de la retenir. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Bien sûr. C'est quoi? Une grande tragédie, une grande destinée. Tous les manques que vous avez dans votre enfance dont on a parlé, finalement, ils ont été compensés de quelle manière? Par l'amour que j'ai donné à mes enfants. Je veux dire que c'était inversement proportionnel à ce que j'ai reçu. Donc on a envie de jouer à la poupée avec ses enfants et de les aimer comme on peut aimer une poupée quand on est enfant, quoi. Peut-être qu'il faut avoir des déclics personnels qui fait qu'on est consciente, on en prend conscience. Si on a cette chance-là, on avance et puis la vie est belle. Mais si on n'a pas cette chance-là et qu'on attend des autres ses propres solutions, des solutions, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas y arriver. C'est mon avis. Les solutions, elles sont en nous. Moi, c'est ce que je pense. Il faut se parler, il faut se regarder dans la glace et faire l'état des lieux sans avoir peur de le faire. Après, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'effectivement, il faut avoir confiance en soi, mais au-delà de ça, pour avoir confiance en soi, il faut qu'à un moment donné ou à un autre, quelqu'un porte un regard sur nous bienveillant. Moi, c'est ma Berthe. C'est cette dame dans le magasin de chaussures. C'est pas vrai. On ne peut pas avoir confiance en soi tout seul sans le regard des autres. Ça peut être un professeur, un enfant, mais c'est quand même toujours l'autre qui va venir réparer quelque chose en nous. Tout seul, c'est impossible. Ça, c'est dans les grandes philosophies. Mais aujourd'hui, il vaut mieux repartir à la base déjà et de savoir qu'on a besoin des autres pour être aimé. Et ensuite, évidemment, on va s'accepter. Mais c'est un peu comme si on faisait un reset. C'est-à-dire que le regard premier du parent qui n'a pas été posé sur soi, on va le trouver avec quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qu'on va rencontrer dans notre vie. Là, il y a un reset dans notre corps et là, on va pouvoir s'accepter soi parce qu'enfin, il y a quelqu'un qui nous voit comme nous, on est vraiment. Mais ça ne peut pas être tout seul. Les gens qui essayent de se regarder toute la journée dans la glace pour dire « je m'aime », franchement, ça ne marche pas. On ne peut pas travailler sur l'estime de soi de cette manière-là. C'est pas possible. C'est pas de soi à soi qu'on vient s'aimer. Ça n'aura aucun sens. Ça veut dire que j'aurais même plus besoin des autres.
On a tous besoin des autres. Donc c'est forcément quelqu'un qui, un jour, mais ça peut être même une journée, une phrase qui vous dit « je t'ai vu ». Et ça suffit pour avoir cette énergie. Suzy, vous qui étiez dans cette famille qui avait l'air d'être préoccupée par autre chose, à quel moment quelqu'un vous a dit « je t'ai vu » Ben écoutez, moi j'ai tout reçu de mes malades. En tant qu'infirmière, finalement? Oui. Vous savez, chaque porte que j'ai ouverte, j'ai reçu au centuple. Je ne peux pas mieux vous dire. Vous l'avez très bien dit. Brigitte, toi, tu vas nous parler d'une initiative assez particulière qui a été lancée en République tchèque pour les enfants qui ont été abandonnés. Moi, je vais vous parler d'une initiative. Voilà, ce qui se passe quand on est enfant ou adulte. On se pose des questions sur ce qu'on était quand on était petit, toujours. On se dit comment j'étais physiquement, qu'est-ce que j'avais comme doudou, n'importe quoi, qu'est-ce qui m'intéressait, tout ça. Bon, nous, c'est facile. Hein, ce sont des questions qui paraissent anodines pour nous, parce qu'on a des parents qui peuvent nous raconter, mais les enfants abandonnés, ils n'ont aucune... Ils n'ont pas de trace de ce passé. Rien, aucune trace de ce passé. Et donc, difficile de se construire quand on n'a pas un passé... quelque chose à quoi se raccrocher. Et il y a 4 ans, une infirmière chef, pardon, c'est encore mieux, une infirmière chef tchèque. Une infirmière chef tchèque d'un service pédiatrique à Prague, la voilà, qui s'appelle Michaela. Et Michaela a eu une idée, que je trouve formidable. Elle a inventé la mallette. Je ne dis pas de bêtises. La vie dans une mallette. Voilà. Alors, l'idée, c'est de donner à ces petits-enfants, lorsqu'ils partent du service pédiatrique, par exemple, et qui sont remis à une famille d'accueil, une petite mallette dans laquelle il y a des objets qui pourront les suivre toute leur vie. Il y a d'abord un livre le plus important, c'est un livre, alors c'est une petite mallette toute colorée, un livre dans lequel ils ont marqué les informations importantes de sa naissance, le poids, la taille, là il y a des photos du bébé je crois dedans, donc les photos, quelques-unes, le temps qui reste là, ensuite on met des petits vêtements, le biberon qu'il avait, un petit jouet, un journal, alors ça je trouve ça super, un journal du jour de sa naissance, comme ça il pourra regarder la météo qu'il faisait ce jour-là, les actus de ce jour-là, enfin voilà. Ensuite on met aussi un petit poème qu'ils ont fait pour lui, pour le bébé, une petite carte de vœux écrite et signée par le médecin et les infirmières, enfin plein de petites attentions comme ça. Et le but, c'est pas que ça s'arrête lorsqu'ils s'en vont de là. C'est-à-dire qu'on dit aux familles d'accueil et ou aux institutions de continuer à remplir cette mallette et à mettre des petites choses pour que les enfants puissent avoir des souvenirs. C'est ça, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils aient une trace de leur histoire. Une trace de leur histoire. Qu'ils aient des souvenirs. Voilà, et qu'ils puissent comme ça se construire, que leur personnalité puisse mieux se construire, parce qu'ils auront quand même quelque chose comme tout le monde. Votre réaction, Monique, sur l'idée qu'a eu cette femme? Tout de suite, je me dis que une fois que la mallette est pleine, normalement, il faut qu'ils aient trouvé leur vie, quoi. Voilà. Certainement. Tout de suite, je pense, à un moment donné, voilà, on part avec, mais quand elle est pleine, on a les outils pour vivre derrière, il me semble. Hein, c'est ce qui me vient spontanément. En tout cas, c'est une métaphore. Mais effectivement, l'idée d'avoir des objets de son histoire, à quoi ça sert? Ça permet de s'y référer, ça peut être prendre l'objet comme un doudou, comme par exemple le sentir, le prendre dans ses mains, s'endormir avec, que ce soit une photo ou même un biberon. C'est ce que font naturellement les enfants, ils ont besoin d'un doudou. Mais quand on n'en a pas, il faut bien en trouver un. Donc là, au moins, c'est pas quelque chose d'extérieur qu'on a acheté pour l'occasion. C'est vraiment ses affaires à lui qu'il a portées qui vont lui permettre de construire, même de fantasmer en tout cas des bribes de souvenirs. Elles mettent même l'empreinte de leurs pieds et de leurs mains, comme on fait souvent pour les bébés maintenant. Eh bien, je le fais moi à l'époque. Oui, mais je les ai chez moi. Moi, j'ai pas pu le faire, ça n'existait pas à l'époque, ma fille. L'argile, tu peux lui faire maintenant. Il y a tes empreintes à Hollywood Boulevard. Ben oui. Ça existait à l'époque de Marie. Ne dis pas que ça n'existait pas à ton époque. Tu te rappelles de la principauté de la principauté? Eh bien, il a fait un boulevard comme ça avec les... Dans un petit village. Et donc vous, Florence, on a la sensation que vous trouvez que c'est une bonne idée qu'a eu cette infirmière chef tchèque. C'est une bonne idée?
C'est une bonne idée parce qu'on voit que l'enfant, même si c'est juste avec un objet, il a une trace de son passé. Vous disiez tout à l'heure, si j'ai pas de photos, c'est que j'existe pas. Si j'ai pas de souvenirs, j'existe pas. Donc juste un objet, ça suffit pour être le support pour créer des souvenirs. Et alors, des objets qui nous donnent l'impression d'exister ou ne pas exister, ça me rappelle quelque chose qu'on a oublié de raconter tout à l'heure. Quand vous étiez dans cette famille, encore une fois, qui était, on va pas dire maltraitante, parce que c'était malgré elle. On ne va pas laisser dire ça. Elle a fait de son mieux. Absolument. Mais la petite fille que vous étiez, en tout cas, avait du mal à trouver sa place. Et vous avez le souvenir de ce jour où votre mère fait refaire des clés de la maison pour tout le monde. Elle a oublié, comme elle m'avait oublié dans mon armoire aussi. C'est-à-dire qu'elle a fait des clés pour tout le monde. Mes frères et sœurs habitaient dans la proximité immédiate de sa maison. Moi, j'étais à quelques centaines de kilomètres. Effectivement, elle a bien donné des clés à tout le monde, mais elle m'a dit, toi, tu n'en as pas besoin de la clé de la maison. Et donc, c'était un truc qui mettait... C'était encore un symbole. Et ben voilà. La clé, j'y pensais tout à l'heure. Excusez-moi, Frédéric, mais quand vous avez parlé des objets, je me suis dit dans cette valise, la première chose que j'aurais fait, j'aurais mis une clé. Parce qu'avec une clé, on peut imaginer qu'on trouve n'importe quelle porte. Ça veut dire qu'il y a la vie, et de toute façon, derrière la porte, on trouve tous les symboles qu'on veut. Donc la symbolique de la clé, pour moi, c'est... il faut absolument... Si je peux me permettre, c'est mon avis. Je vais le dire à Michaela. J'ai tout de suite pensé à la clé. Mais Brigitte parle très bien le tchèque, elle va le dire à cette infirmière. On peut rêver avec la clé d'ouvrir n'importe quoi, tous ses rêves. Il y a plein de symboles. Et donc, elle en est où cette initiative? C'était il y a 5 ans? Alors, pour le moment, il y a 5 hôpitaux en République tchèque qui donnent ces petites mallettes. Mais le but, c'est que les 60 maternités de ce pays fassent la même chose. Et pourquoi pas chez nous? Parce que je trouve que c'est une superbe initiative. Je trouve ça magnifique. C'est très inspirant. Et donc, effectivement, j'adore cette idée qu'il y a un être humain quelque part qui a une idée et qui peut être ensuite reprise partout. Bien sûr. Donc, on suit l'affaire de très près. Luc, toi, tu vas nous présenter 3 livres qui permettent de mieux comprendre et de guérir de ce sentiment d'abandon, qui est finalement ce qu'on a exprimé dans ces émissions, mais qui est très répandu, parce que finalement, qu'il soit objectif ou subjectif, en tout cas, il existe. Ou de ne pas avoir été désiré comme enfant. Alors, le premier bouquin, c'est un livre de Leïla Zaoui, ça s'appelle Le désamour. Leïla Zaoui, en fait, c'est une jeune fille qui était dans une fratrie de 4 sœurs, elle était la 2e, et, divorce des parents compliqué, elle vit seule avec ses sœurs et sa maman, et en fait, elle va devenir le souffre-douleur de sa mère. Elle va être humiliée, elle va être battue, elle va être parfois même enfermée dans une cave, dans le noir, enfin, elle va vivre des choses très très difficiles. Et le bouquin, elle a décidé plus tard donc d'écrire ce livre, parce que le sous-titre « De la maltraitance à la résilience », ce bouquin, ça a été vraiment sa résilience. C'est une... aujourd'hui, elle a pu pardonner à sa maman. Ce sont maintenant 2 personnes qui arrivent à se parler, malgré ce qui s'est passé. Et c'est une femme qui aujourd'hui a 44 ans, elle est éducatrice spécialisée, mère de 2 enfants, et elle fait une formation pour être thérapeute familiale. Donc on peut aussi s'en sortir, c'est un très beau témoignage, une histoire inspirante. Vraie, vraiment une histoire inspirante, elle raconte sa propre histoire en espérant servir d'exemple de la maltraitance à la résilience. Ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'on peut s'en sortir. Le désamour, un autre livre? Alors, un autre livre. Alors là, on passe dans des choses un petit peu plus de spécialistes, de psychiatres. Là, on est vraiment, voilà. Alors, Alice Miller, psychanalyste de renom, décédée en 2010, mais ses écrits, quand même, sont très importants. Et vous la connaissez? Oui, Florence Opine. Spécialiste de la maltraitance des enfants. Et donc là, ce bouquin s'appelle Ta vie sauvée enfin. Alors, au début, donc, elle décrit, elle analyse assez en détail les processus de la maltraitance. Ce qui est intéressant, elle part aussi bien de l'exemple de Tchekhov comme de la vie de Dalida. Enfin, vraiment, c'est très varié, très intéressant, ça touche tout le monde. Et puis après, elle répond à des questions essentielles. Pourquoi maltraite-t-on des enfants? Voilà. Bon, la réponse. Alors, je ne peux pas vous la donner, c'est très détaillé, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous donner une réponse. Elle répond à ce genre de questions. Voilà, à ce genre de questions. Deuxième question, là, je vais vous donner une réponse. Comment dire ma souffrance à mes parents? Je suis devenu adulte aujourd'hui, comment dire... Enfin, dans le cas précis de cette personne, la psychiatre... Souvent, ils se sentent accusés, donc ils n'écoutent pas. C'est ça, en fait. Hein, c'est qu'ils sentent un reproche, donc à partir de là, ils sont dans la défense. Alors, la psychanalyste répond pour cette personne. En tout cas, je vous conseille de n'essayer à aucun prix de parler à vos parents. En revanche, vous pourriez écrire à la petite fille que vous étiez, écrivez-lui tout ce dont vous vous souvenez, et en disant combien ça a été terrible
pour vous en tant qu'enfant. Alors c'est vrai qu'ici, j'avais déjà parlé, dans le cas d'enfance maltraitée, d'écrire à ses parents, pas forcément, oui, à ses parents directement, mais qu'on n'envoyait pas d'ailleurs. pas forcément, voilà, de ne pas forcément l'envoyer. Mais là, d'écrire à la petite fille qu'on était, parce qu'il s'agit d'une femme, vous trouvez que ça peut être justement une bonne idée d'écrire comme ça à son enfant intérieur, si je puis dire? Ce qui est important là, quand la lettre n'est pas envoyée, c'est qu'on ne va pas s'auto-censurer. Parce que c'est sûr que si elle est destinée à quelqu'un, il y a toujours une peur. Donc, quelque part, Peur de blesser ou penser aux objections d'en face, en fait. Bien sûr, en général. Et de toute façon, il y a pratiquement toujours une objection d'en face. C'est-à-dire que c'est quand même très, très rare que les parents reconnaissent, ou alors vraiment à la fin de leur vie, mais c'est quand même très, très rare qu'ils puissent reconnaître. Parce que ça voudrait dire remettre en cause toute leur vie et, entre guillemets, s'effondrer. Donc, en général, on évite, surtout quand on vieillit, de trop ouvrir la porte des placards, entre guillemets. Mais le fait de s'écrire à soi-même, à la petite fille intérieure, déjà, ça évite la censure. Mais c'est aussi important de le coupler avec la mère ou le père intérieur. C'est-à-dire que comme elle ne va pas être destinée, cette lettre, on peut se permettre d'écrire et de dire ce qu'on ressent. Parce qu'après, parfois, comme on est enfant et qu'on a des émotions qui sont beaucoup plus fortes, le parent n'a peut-être même pas voulu dire ça, ou peut-être qu'il l'a dit, mais qu'on l'a ressenti de manière très, très amplifiée parce qu'on est enfant et qu'on a un cerveau émotionnel beaucoup plus gros. Donc c'est important de pouvoir aussi libérer, non pas le parent réel, parce que parfois on ne peut rien y faire. Ouais, mais ses émotions, quoi. C'est ses émotions, mais c'est surtout le parent intérieur. C'est important de ne pas oublier l'autre côté. D'accord. Troisième et dernier bouquin, de Le sentiment d'abandon, tout simplement, ça s'appelle comme ça, de Saverio Tomasella, il doit être italien, je crois. C'est un psychanalyste aussi et docteur en sciences humaines. Alors lui, donc, il étudie tout ce phénomène de sentiment d'abandon, en fait, qu'on a pu avoir tous autant que nous sommes, même à l'âge adulte, à divers moments de notre vie. Brigitte opine aussi, lui. Et Florence opine. Donc si Florence et Brigitte opinent, ouais. C'est bon. Oui. C'est validé. C'est validé. Alors, donc, toutes ces formes de sentiments d'abandon sont décrites. Il y a un chapitre qui m'a intéressé, alors ça, je voulais vous en parler. L'enfant mal accueilli, il s'appelle. Et qui commence par cette citation de Sartre, qui je trouve assez terrible. « J'étais un enfant, ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. » Ça plombe. Fort. Ah oui, on peut passer 10 ans à méditer là-dessus. Ah ouais. Et alors, fort de cette citation, l'auteur du livre dit « Dans de nombreuses situations, le bébé qui va naître est peu ou pas accueilli. Certains parents n'éprouvent rien l'un pour l'autre ou ne s'aiment plus au moment où leurs échanges sexuels débouchent sur une conception. » Je trouve ça un peu dur. Ils programment un bébé comme certains achèteraient une voiture ou un terrain à bâtir pour une maison. Donc ceci explique cela. Voilà. Vous êtes d'accord, vous, avec ça? Vous trouvez que... Parce que... Ouais. C'est vrai que si on regarde à la loupe, donc ça va être un peu dur, mais on peut dire que 3/4 des enfants ne sont pas désirés. Alors à des niveaux différents. C'est ça qui m'a... Oui. Voilà, on en a c'est à des niveaux différents, c'est important. Ouais. Mais à un niveau différent, ça peut être un enfant qui arrive au mauvais moment, ça, c'est le mauvais sexe. Cet enfant qu'on désirait, mais finalement au bout de 3 mois, il prend trop de place, il fait trop de bruit, on n'en veut plus, c'est difficile. Par contre, là où on va pouvoir travailler, c'est d'accepter que l'enfant puisse dire sa colère et d'exprimer ce qu'il ressent. Mais chaque parent, à des moments, ressent cette violence par rapport à l'enfant. Alors normal. c'est intéressant parce que justement, l'une des idées fortes de ce bouquin, c'est de s'assumer tel qu'on est. De se dire, de mettre le parent à distance. De dire, on n'est pas fusionnel, on n'est pas une entité tous les deux. Toi, t'es toi, et moi, je suis moi, et je mets une distance entre nous deux. Après, c'est un boulot, hein. On se met souvent sur un divan, et voilà. Mais c'est l'idée de ce livre, et j'ai bien aimé. Eh ben merci beaucoup, Luc, pour cette solution. Plaisir. Et puis ça me fait un enchaînement super fastoche, puisqu'on parlait de livres. Effectivement, vous avez toutes les deux écrit, et on l'a compris, ça aide, vous allez me dire à quel point. La vilaine née d'Oradour, donc c'est votre livre, Monique. Qu'est-ce que ça vous a fait de le raconter? Après, vous nous direz comment c'est perçu par les autres, mais le simple fait de le consigner. Alors c'est très libérateur. On a l'impression que c'est écrit par quelqu'un d'autre. J'ai pris conscience que j'ai écrit ce livre quand je suis rentrée dans une librairie et que je me suis vue sur l'étagère. Là, j'ai pris le livre et j'ai vraiment pris un énorme coup d'émotion. Et vous vous sentiez du coup un peu allégé? Ah bien sûr. Ce qui est sur le papier n'est plus dans la tête, ça c'est une évidence. Donc on a tourné c'est la vraiment page. libérateur. C'est quand même très positif. Hein. C'est écrit avec la voix d'une gamine de 6 ans. C'est rigolo, c'est surtout pas larmoyant. Alors, une tardillonne, qu'est-ce qu'une tardillonne? C'est une tarvenue. On dit ça aussi dans d'autres régions. C'est joli. Oui, voilà. Dans le Nord, on appelle ça une ravisée. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Bon, ça peut être joli. Moi, dans ma région, c'était une tardillonne. Vous l'avez entendu dès petite? Ah oui, C'est une sacrée étiquette, ça. Hein, j'ai entendu ça toute ma vie.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu une tante très âgée, puisque je pense qu'elle avait 99 ans, quelque chose comme ça. Et je l'ai vue peu de temps. Ah, mais elle m'a dit, je suis contente, tiens, que ma petite tardillonne, elle vienne me voir. Bon, j'ai l'âge que j'ai, hein, voilà. C'est tout. C'est pour ça que vous êtes toujours à l'heure maintenant. Je suis toujours à l'heure maintenant. Jamais en retard. Vous comprenez, je n'arrive pas avec le quart d'heure de retard réglementaire, n'est-ce pas? Et donc, du coup, dans ce livre-là, parce que vous avez écrit beaucoup de livres, Oui, dans j'ai ce écrit livre-là, beaucoup de finalement, vous racontez quoi de particulier? J'ai pris le départ, si vous voulez, de mon histoire pour en faire donc un roman. Ben, merci beaucoup. La Tardillonne de Suzy Maltré. Merci à toutes les deux d'être venues nous raconter votre histoire. Moi qui vous remercie. Merci sincèrement. Merci les camarades. Merci beaucoup Florence. J'espère que ces histoires vous ont intéressé, vous ont parlé, ont fait écho et que finalement les solutions trouvées ici ou là peuvent vous inspirer. On se retrouve très très bientôt sur France 2. Les invités que nous recevrons demain ont toutes souffert d'endométriose et ont dû livrer un combat courageux contre cette maladie méconnue afin de devenir mère. Le chirurgien m'a dit « Votre endométriose est trop agressive. Si vous voulez des enfants, il faut le faire tout de suite. » Moquée durant toute son adolescence à cause de ses douleurs insupportables, Natacha a dû attendre d'avoir 28 ans pour mettre un mot sur ces mots. C'était la première fois que j'entendais ce terme, c'était vraiment l'inconnu pour moi, quoi. C'est tellement insupportable qu'on ne sait plus quoi faire, on n'a qu'une envie, c'est de se taper la tête contre les murs ou de s'endormir et de ne plus se réveiller. À cause de la maladie, Anne va perdre son ancien compagnon et même penser au pire. Mais grâce à l'attention de Lionel, la jeune femme va finalement accomplir son rêve. On commence une fécondation in vitro. Et puis là, je vais sur ma boîte mail pour regarder ce résultat. Là, je comprends tout de suite qu'elle est enceinte. C'est mon bébé miraculé et je le crie sur tous les toits, quoi. Après avoir subi plusieurs opérations, Blandine va se battre pour devenir maman, coûte que coûte. On a fait des démarches pour l'adoption. On était dans l'attente et finalement, au cours de l'année, on nous a contactés et nous sommes les parents d'une petite fille. C'était un vrai miracle.